table ronde qui va être animée par Clément Leroy, qui est centralien de Nantes. Centrale Énergie, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes un groupe professionnel qui est géré, organisé par les anciens élèves des 5 écoles centrales, mais tout ce que nous organisons est à destination de tous. Donc nous sortons une newsletter à peu près tous les 2 mois dans lesquels nous parlons de différents sujets liés à la transition énergétique et nous organisons à peu près une conférence par mois, si ce n'est pendant la période estivale, donc juillet, août et septembre, pendant lequel c'est relâche. En tout cas, c'est relâche pour vous, mais pas tant que ça pour nous, puisque nous avons été plusieurs membres du bureau à participer à un beau projet qui s'appelle la rentrée climat, qui a été mené par l'association de la fresque du climat, créée par un ancien centralien de Nantes, et également membre du bureau de Centrale Énergie, qui s'appelle Cédric Ringenbach, et qui interviendra en décembre ici pour parler économie et énergie. Que je vous explique rapidement ce qui s'est passé. Nous avons été une bonne centaine de diplômés des écoles centrales à retourner dans nos écoles pour former des promotions entières aux enjeux climatiques. Donc au total, ce sont 3300 centraliens qui ont été touchés par ces ateliers-là, sur un total de 10 000 qui ont été touchés en 2 mois ou moins par l'association. Donc qui dit changement climatique dit énergie, changement de paradigme. Donc c'est bien pour ça que ce soir, on va parler d'autoconsommation avec l'aide de Clément. Merci Damien. Donc effectivement, Clément Leroy, je suis senior manager au sein du cabinet Wavestone et en charge de la practice énergie. Et donc effectivement, naturellement, j'ai proposé mes services pour préparer et puis animer cette table ronde. Pour donc ceux qui ne connaissent pas, donc Wavestone est un cabinet de conseil français d'origine qui a aujourd'hui des activités internationales et qui, entre autres, intervient très régulièrement sur des sujets de transformation du secteur de l'énergie. Quelques mots d'introduction rapide, parce qu'effectivement, autoconsommation, alors je pense que ce soir on a un public de personnes qui œuvrent dans le secteur de l'énergie. Ça semble un quotidien de parler d'autoconsommation, en tout cas c'est un mot qui revient très régulièrement. Ça reste encore une notion relativement confidentielle pour nos concitoyens. J'ai fait une petite revue de presse en préparant cette table ronde. Bon, le concept commence à revenir. Là, pas plus tard que la semaine dernière, suite au congrès de la FNCCR, un certain nombre d'articles ont parlé du sujet du développement d'autoproducteurs, autoconsommation, à la fois dans le monde résidentiel auprès des particuliers, mais aussi que les collectivités locales commencent à s'y intéresser de plus près. Donc je pense que c'est tout à fait le bon timing pour parler de ce sujet ce soir. Avec entre autres ce titre, est-ce que l'autoconsommation en France va se développer ou non? Est-ce que ça va rester sous la forme d'un marché de niche ou est-ce qu'on pense à une logique de masse? C'est vrai que si on le voit et on en parlera un petit peu à l'international, c'est un sujet qui, dans certains pays, est aujourd'hui monnaie courante et donc une grande partie des populations sont à la fois autoproducteurs et autoconsommateurs. En France, on va le voir après avec les chiffres, on reste encore sur des volumes relativement limités. Pour m'accompagner du coup, et puis pour effectivement enrichir le débat, nous avons proposé à 4 intervenants de nous rejoindre ce soir. Donc je vais peut-être vous demander de me rejoindre ici. Et puis, je vais vous présenter rapidement. Monsieur Lafaille, tout d'abord, bonsoir. Vous êtes conseiller du président de la Commission de régulation de l'énergie, secrétaire général aujourd'hui du comité de prospective donc de la Commission de régulation de l'énergie. Vous pourrez peut-être me dire quelques mots sur cette démarche. J'ai découvert d'ailleurs à l'occasion de la préparation de cette table ronde que vous avez eu un passé industriel au riche avant la Creux, voilà, parce qu'on se côtoie régulièrement, mais j'avoue que je n'avais pas en tête cette première partie de carrière. Vous avez entre autres œuvré au sein du groupe Alstom, donc dans la partie plutôt on va dire production et thermique, dans la partie réseau de distribution, réseau industriel, une société qui aujourd'hui n'existe plus sous cette forme-là, la Continentale d'équipement électrique. Et puis, avant de rejoindre la Creux depuis 2001, assez longtemps, en tant que chef de département technique, et donc maintenant avec les fonctions que j'ai évoquées. Hervé Lextrait, bonsoir. Donc vous êtes aujourd'hui directeur de l'équipe transition énergétique à la direction technique d'Enedis. Alors je mentionne tout de suite que vous êtes centralien de Lyon, promo de 1993. Et donc vous avez œuvré au sein de différentes fonctions au sein du groupe EDF, entre autres dans le cadre de l'ouverture des marchés, la construction des mécanismes de marché issus de la loi NOM. Othman Hadji, bonsoir. Vous êtes diplômé, double diplôme, mais entre autres on va retenir que vous êtes Centrale Supélec 2005, voilà, et également
de l'École Polytechnique de Bruxelles. Vous avez intégré le groupe Casino ensuite, et puis donc très vite finalement vous avez fondé la structure que vous dirigez aujourd'hui, Green Yellow. Vous nous en direz un peu plus. C'est peut-être l'une des structures qu'on connaît le moins ce soir, donc on va effectivement s'arrêter pour que vous ayez l'occasion de nous la présenter. Voilà, et puis Alexandre Roche, bonsoir, merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Alors le CER, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un organisme qui est là pour promouvoir les intérêts des industriels français autour des énergies renouvelables. Alors bon, vous avez malheureusement manqué votre parcours puisque vous n'êtes pas centralien, mais bon, on va quand même vous garder avec nous ce soir. Voilà, puisque vous avez été diplômé de Sciences Po Strasbourg, et puis donc vous avez œuvré pendant 7 ans au sein de Solar Power, avant ensuite de rejoindre le CER. Voilà. Donc la table ronde est au complet. On va avoir donc une première partie où je vais aborder un certain nombre de thématiques avec nos invités, et puis évidemment on aura une deuxième partie comme d'habitude où vous aurez l'occasion de poser vos questions que j'espère nombreuses. Voilà. Alors peut-être quand on parle d'autoconsommation, le premier sujet qu'on a envie d'aborder, je le disais dans l'introduction, c'est où en sommes-nous aujourd'hui, cette fin d'année 2019, et puis quel est le cadre, parce qu'on entend beaucoup parler du sujet qu'aujourd'hui peut-être les conditions ne sont pas réunies, entre autres d'un point de vue réglementaire, juridique, législatif, etc. Et donc pour ce faire, je vais demander à Didier Lafaille de nous pour dresser un portrait de situation sur le cadre et du coup sur la manière dont les choses sont en train d'évoluer, puisqu'il y a une riche actualité autour de ce contexte. Bonsoir à tous. D'abord un grand merci à Clément pour cette invitation. Je ne suis pas centralien non plus. Bon. Donc on m'a demandé de vous présenter un peu le cadre législatif et réglementaire qui accompagne aujourd'hui l'autoconsommation. Alors je ne suis pas du tout juriste, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours fait ma carrière dans la technique, même si aujourd'hui je m'occupe du comité de prospective. Donc je vais être rapide. J'ai combien de temps? 20 minutes? Un quart d'heure. Je vais essayer d'être précis, bien entendu, je reste à votre disposition si vous avez des remarques. Alors, vous voyez déjà le premier slide, hop, je le passe, parce qu'on m'a dit que Hervé allait le présenter, parce qu'en plus c'était, hop, vous voyez en bas à droite, des chiffres d'Enedis. Mais c'est des chiffres qui sont obtenus aujourd'hui à partir d'un outil qui a été développé par Enedis, qui vous permet de savoir aujourd'hui au niveau national, par région, la production, en nombre d'installations raccordées, en nombre d'installations en projet, par filière, etc. Un outil génial. Et c'est le régulateur qui le dit. Donc, je reviens à l'autoconsommation, il fallait quand même que je dise, Hervé, aujourd'hui, on est, je dirais, au début de l'histoire. Je le répète, on est au début de l'histoire. Vous allez voir au niveau législatif, les choses continuent à évoluer et je suis persuadé que les choses évolueront encore dans le futur. Quand est-ce qu'est apparue l'autoconsommation dans la loi? C'est dans la loi, vous voyez, de 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, où les parlementaires, dans le cadre de la loi, ont habilité le gouvernement à prendre une ordonnance pour définir ce que devrait être en France l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Ce qui a été fait, vous voyez, ils avaient 1 an pour prendre cette ordonnance, ce qui a été fait en juillet 2016, il y a eu une ordonnance qui a été publiée, qui a défini l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Ils avaient 1 an pour le faire, ils l'ont fait, ils l'ont ratifié très rapidement avec des modifications, vous voyez, juillet 2016, février 2017, et en plus donc un décret pour accompagner cette loi pour définir certains aspects réglementaires. Donc vous voyez, c'était quand même relativement vite, on va dire un peu plus d'1 an et demi, on avait déjà un cadre législatif pour accompagner les autoconsommations collectives. Après ça a évolué parce qu'on s'est aperçu que ce cadre avait des limites ou des freins pour certains, notamment sur le périmètre de l'autoconsommation. J'y reviendrai, parce que c'est encore aujourd'hui en débat. On voit bien que les parlementaires s'intéressent à ces sujets. Si vous regardez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, notamment dans le cadre du projet de loi relatif à l'énergie et au climat, on est revenu encore sur ces questions de périmètre.
Donc c'est un sujet. Est-ce qu'il y a des craintes de la part des parlementaires d'aller, je dirais, par périmètre élargi? Est-ce qu'il y a des craintes de certains acteurs d'aller trop loin? Mais on voit qu'aujourd'hui, je reviens, on est au début de l'histoire. Donc la loi Pacte a remis en cause le périmètre de l'autoconsommation et qui est encore rediscuté dans le cadre du projet de loi. Et je vais vous présenter où c'est qu'on en est aujourd'hui en prenant en compte ce projet de loi énergie-climat qui aujourd'hui est au Conseil constitutionnel. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a différents types d'opérations. La première, c'est l'opération d'autoconsommation individuelle. Vous voyez tous à quoi ça consiste. Je suis producteur et je souhaite consommer cette production. Donc, je suis au niveau d'une installation. Donc, très bien. Est-ce qu'il fallait une loi pour dire ce que j'étais un autoconsommateur? Je ne sais pas. Ça se faisait certainement avant, de façon relativement faible. On verra dans les chiffres annoncés par Hervé. Je pense qu'il y a quelques années, il y avait quand même certains qui se mettaient en autoconsommation individuelle, alors qu'il était certainement beaucoup plus intéressant de revendre cette électricité à un tarif réglementé. Mais bon, il y avait quand même certains acteurs qui étaient déjà en autoconsommation. Par contre, ce que dit la loi, elle a quand même rempli un petit peu un vide, je ne sais pas si c'était un vide, mais elle dit à un moment donné, si je produis et je ne consomme pas cette production, parce que je ne suis pas capable de déplacer des charges, de déplacer des consommations, je risque d'avoir un surplus, et qu'est-ce que je fais de ce surplus? Dans le marché actuel, il faut que je trouve un acheteur de ce surplus, qui peut être d'ailleurs le fournisseur de mon installation, ou qui peut être un acheteur obligé, ou autre, ou même aller sur les marchés pour vendre cette électricité. Donc cette question de surplus est posée, surtout que si je dois trouver un acheteur, il faut quand même que je contractualise, donc ce qui veut dire qu'il faut certainement que j'ai un contrat avec le gestionnaire de réseau pour cette injection, et un contrat d'achat de cette électricité en surplus. Donc ce qu'ont dit les parlementaires dans leur grande sagesse, c'est que jusqu'à 3 kW, alors ne me demandez pas pourquoi 3 et pas 3,5 ou 6 ou 9. Donc ils ont mis un seuil de 3 kW pour lequel, jusqu'à 3 kW, s'il y avait un surplus, c'était affecté sur les pertes des gestionnaires de réseau. Donc ça, c'est un point déjà relativement délicat pour la CRE, parce que la CRE, comme vous savez, régule les gestionnaires de réseau, et ont mis en place une régulation incitative pour limiter les pertes. Et ce que dit la loi, c'est que c'est affecté sur les pertes. Donc d'un côté, on leur demande de baisser leurs pertes techniques, de baisser le coût d'achat de ces pertes sur les marchés, puis de l'autre côté, on va leur dire, vous reprenez gratuitement ce surplus. Donc il va falloir certainement retravailler dans les prochains exercices tarifaires ces conditions de régulation incitative sur les pertes. Donc la CRE n'était pas très favorable à affecter ça sur les pertes des gestionnaires de réseau. Aujourd'hui, vous allez me dire, c'est très faible, mais demain, si ça prend de l'importance, ça sera peut-être supérieur aux pertes, on peut l'espérer peut-être un jour, Hervé, du gestionnaire de réseau. Autre point qu'on retrouvera d'ailleurs pour tous les types d'opérations, c'est l'obligation de déclarer les installations de production, donc ça pour des questions de sécurité. Par contre, la loi n'a pas prévu qu'est-ce qui se passe si je ne déclare pas mon installation. Bon, vous allez me dire, le gestionnaire de réseau, j'aime bien le taquiner, a toujours la possibilité d'aller sur Google Maps pour aller voir s'il y a une installation, puis m'envoyer un petit courrier, Didier, écoute, je pense que tu as une installation de production qui n'a pas été déclarée, est-ce que tu peux remplir la fiche, etc. Par exemple. Après, ils vont me dire, on n'a peut-être pas les moyens pour acheter, investir dans Google Maps, etc. Mais bon, donc il faut déclarer, il y a des questions de sécurité, on n'intervient pas sur un réseau sous tension ou un réseau hors tension avec les mêmes qualifications, donc il y a une obligation de déclarer l'installation. L'installation stockage, qui a été mis dans l'ordonnance et dans la loi de ratification, ça c'est une demande de la CRE. On a souhaité que dès le début, il y ait l'installation de stockage qui soit prise en compte dans ces différentes opérations et comment on prenait en compte cette installation de stockage. Ce qu'il faut voir, c'est que le modèle économique, il n'y en a pas aujourd'hui, mais on a aujourd'hui des acteurs, comme à une époque où ils se mettaient en opération d'autoconsommation, alors qu'il était peut-être, d'un point de vue économique, préférable de revendre cette électricité, ils achètent un équipement de stockage. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un intérêt à se mettre dans l'autoconsommation, c'est prendre connaissance de sa consommation, c'est-à-dire de devenir consommateur, de s'apercevoir qu'à des moments où je produis, par exemple avec du photovoltaïque, et je ne suis pas à mon domicile et j'ai du surplus. Donc ça m'interroge et je me dis, est-ce que je peux déplacer de la charge ou pas au moment où je produis? Si je ne peux pas, on voit un intérêt, d'un point de vue consommateur, de stocker cette énergie et après de la restituer au moment où je rentre le soir. Et puis,
Après, un autre point que j'abordais par la suite, la loi prévoit un TURP spécifique. Alors ça nous a un petit peu choqué, parce que ça veut dire qu'on sortirait d'un TURP qui doit refléter les coûts d'un gestionnaire de réseau efficace à un TURP à l'usage. C'est-à-dire que là, on fait un TURP pour accompagner l'autoconsommation. Pourquoi demain, on ne ferait pas un TURP pour accompagner le développement du véhicule électrique, etc., etc., etc. Donc ça nous gêne beaucoup. Donc, pour tout vous dire, pour l'autoconsommation individuelle, on n'a rien fait. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais ça nous gêne de faire des TURP un peu spécifiques. Parce que le TURP n'est pas un dispositif de soutien, n'est pas une taxe. On entend souvent le TURP est une taxe. Non, le TURP n'est pas une taxe. Quand vous payez une taxe, vous n'avez rien en retour, par exemple la TVA. Là, quand vous utilisez le réseau, il y a bien l'utilisation du réseau, il faut bien le financer pour l'exploiter, le développer, etc. Donc voilà pour l'autoconsommation individuelle, rapidement. Après, on a donc dans la loi l'autoconsommation, l'opération d'autoconsommation collective, avec un changement qui va arriver dans le cadre de la loi énergie-climat, c'est une réduction du périmètre de l'opération d'autoconsommation collective à la maille d'un bâtiment. Pourquoi? Parce que les directives européennes, dans le cadre du paquet énergie-climat, prévoient deux types d'opérations dans la directive ENR, l'opération d'autoconsommation individuelle et l'opération d'autoconsommation collective. Et dans la directive, c'est à la maille du bâtiment. Alors que nous, en France, depuis l'ordonnance, on avait prévu un périmètre beaucoup plus important, qui était le poste de distribution HTA-BT, qui après avait été modifié avec un périmètre géographique, j'y reviendrai après. Donc on voit qu'on sort du bâtiment. Donc les parlementaires, dans leur grande sagesse, ont défini deux types d'opérations, l'opération d'autoconsommation collective et maintenant l'opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque je sors du bâtiment. On complexifie les choses, mais bon. Donc, deux types d'opérations. Donc, je reviens à cette opération d'autoconsommation collective, un TURP spécifique, une installation de stockage, etc. Ce qui est nouveau, ce qui est important à retenir dans le cas de ces opérations d'autoconsommation collective, c'est qu'il va falloir trouver quelqu'un, qu'on appelle une personne morale, qui peut être un particulier, qui peut être une société, qui peut être Green Yellow, qui peut être le SER, qui peut être un syndicat de copropriété, qui peut être n'importe quel acteur, doit a pour mission une seule chose, c'est de remettre les coefficients de répartition de la production au gestionnaire de réseau, pour qu'il sache à qui est affectée cette production, quand bien sûr la production va injecter. Après, on peut dire qu'elle a d'autres missions, c'est aussi de vérifier ce que fait le gestionnaire de réseau. Quand le gestionnaire de réseau va lui envoyer les courbes de charge avec l'affectation telle que ça aura été décidé dans les coefficients de répartition, c'est de vérifier qu'il a fait son travail. Autrement, on peut lui taper sur les doigts, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est son rôle, c'est de définir les clés de répartition. Donc la loi n'a pas défini la qualité de cette personne morale, et la loi n'a pas défini comment je définis ces clés de répartition. Est-ce qu'elles doivent être définies ex ante ou est-ce qu'elles doivent être définies ex post? Donc on voit qu'il va falloir développer certainement des solutions informatiques pour accompagner justement la mise en place de ces clés de répartition. Par contre, il y a un cadre qui dit si la PMO n'est pas capable de fournir ces clés de répartition, parce qu'il y a un trou dans la raquette, à ce moment-là, le gestionnaire de réseau doit répartir cette production au prorata de la consommation. Donc il y a une sécurité, on va dire, juridique, pour permettre au gestionnaire de réseau toujours d'avoir cette clé de répartition. Mais ça peut être une clé de répartition au prorata, et puis je m'aperçois que ex post, il y avait un des utilisateurs qui était absent, je peux recorriger après ces clés de répartition. Mais je pense qu'un jour il va falloir l'encadrer, parce qu'il y a d'autres mécanismes qui pourraient être impactés par ces clés de répartition. Après, on va retrouver nos opérations d'autoconsommation collective étendues, qui étaient, je dirais, à la maille du poste de transformation HTA-BT et qui vont être aujourd'hui à une maille géographique. Donc, le projet, la loi PAC, qui n'est pas un projet, la loi PAC a prévu un arrêté à la main du ministre pour définir ce périmètre. Et pour tout vous dire, dans les textes qui circulent, puisque le Conseil supérieur de l'énergie a rendu son avis, la CRE a rendu également son avis, on aurait un périmètre de 2 km entre deux points d'injection ou de soutirage, donc un rayon d'1 km. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais ça pourrait déjà répondre, on a parlé des collectivités, des territoires qui aujourd'hui se lancent dans ces opérations d'autoconsommation, donc collectives étendues, vont permettre de faire de l'autoconsommation collective à la maille de leurs équipements publics avec la production et la consommation. Ce qui apparaît également, et je vais finir sur les différentes communautés, opérations,
C'est dans ce projet de loi énergie-climat, les parlementaires ont voulu transposer tout de suite la directive ENR, et dans cette directive ENR apparaît ce qu'on appelle les communautés énergétiques renouvelables. Aujourd'hui, la loi n'a pas défini de périmètre pour ces communautés, alors qu'il en existe un dans la directive. On dit des utilisateurs à proximité, ou je ne sais plus, j'ai le texte exact. Bon, aujourd'hui, la directive a défini que les projets devraient être à proximité, mais c'est vrai que dans la loi, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. On verra la réglementation qui accompagnera ces dispositions. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir affecter de la production de un ou plusieurs producteurs à un ou plusieurs consommateurs. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de frein, on pourrait imaginer sur le territoire national. Mais autrement, on retrouve la PMO, etc. Et puis après, il y aura également 2 nouvelles communautés qui vont être créées. Là, dans le cadre de la transposition de la loi, de la directive sur les marchés de l'électricité, où on va parler de communautés énergétiques citoyennes. Et aujourd'hui, le gouvernement est habilité à transposer, donc à implémenter dans le droit français ces communautés énergétiques citoyennes. Qu'est-ce que ça sera? Je ne sais pas, parce que les parlementaires ont déjà décidé que ces communautés ne pourront pas être gestionnaires de réseau, donc c'est-à-dire construire un réseau, exploiter un réseau, etc., puisque en France, aujourd'hui, nous avons un monopole de la distribution publique d'électricité. Donc, je pense que demain, les communautés énergétiques citoyennes auront du mal à se développer. Donc voilà pour le cadre législatif. Vous avez vu qu'il faut mettre en place un TURPE spécifique, tout le monde voit ce que c'est qu'un TURPE, un tarif d'utilisation. Quand j'utilise ce réseau en injection ou en soutirage, je vais payer en fonction de l'utilisation de ce réseau. Donc on a lancé une grande concertation et on a mis, vous voyez, le 7 juin 2018, on a publié une délibération qui est rentrée en application le 1er août 2018. Donc aujourd'hui, on a depuis 1 an une tarification spécifique pour accompagner l'autoconsommation. J'en finis par ce schéma. Donc un schéma d'Enedis que j'ai repris, donc pour vous expliquer comment ça marche. Donc pour une opération d'autoconsommation individuelle, vous imaginez le client C1 qui a son propre PV, quand la production va produire, il va moins soutirer sur le réseau. On n'a pas été en mesure de faire une tarification spécifique parce qu'on n'a simplement aucun retour d'expérience. Il nous faut des clients équipés de compteurs évolués, de type Linky si c'est Enedis, pour avoir ce retour d'expérience, pour voir s'il y a un comportement différent de ces consommateurs par rapport aujourd'hui à ceux qui sont en simple index, en double index ou en 4 index. S'ils ont un comportement différent et admettons que demain ils consomment plus à la pointe qui est dimensionnante au niveau des réseaux de distribution, on pourrait se dire on va leur faire un tarif spécifique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit sur les peu de données qu'on a, ils continuent autant à consommer à la pointe, et la pointe est dimensionnante. Donc, pour l'autoconsommation individuelle, on n'a pas été en mesure, et aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi on ferait un tarif spécifique. Par contre, pour les opérations d'autoconsommation collective, donc c'est le cas, on a un poste Enedis, c'est très bien, avec 3 clients, C1, C2, C3, et une installation de production. Donc je reviens à ma PMO, à cette personne morale qui est en rouge, qui doit affecter cette production à chacun des clients. Dans l'exemple, on a mis 25, 35, 40, on met ce qu'on veut, suivant le contrat qui aura été passé entre ce producteur et chacun de ses clients, suivant l'investissement, on peut imaginer tout un tas de choses. Donc en rouge, vous avez la courbe de production photovoltaïque, comme par hasard, et la courbe de consommation des clients. Ce qu'on peut s'apercevoir rapidement, c'est que quand il n'y a pas de production, les flux viennent des réseaux amont, comme aujourd'hui. Ils viennent des centrales thermiques, hydrauliques, éoliennes, qui sont aujourd'hui installées sur tous les réseaux. Donc on a des flux qui ne sont pas locaux, ce qu'on appelle des flux à l'eau produit. D'accord. Par contre, quand les flux sont locaux, d'accord, et qui vont être affectés à chacun des clients, on a des flux qui restent locaux, autoproduits, donc on va utiliser moins les réseaux amont. Donc si on utilise moins les réseaux amont, bien entendu, on aura un tarif plus intéressant, moins cher. Voilà. Donc, après, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on est parti aujourd'hui sur un 8 index. Je vous ai dit, il y a 1 index, 2 index, 4 index. Maintenant, on part sur 8 index pour les opérations d'autoconsommation collective. Et je ne sais pas si Hervé a les informations, mais les dernières informations que j'avais, c'est toutes les opérations d'autoconsommation collective qui ont été lancées, aucune n'a choisi ce tarif spécifique. À titre personnel, je me suis amusé,
j'ai un Linky, j'ai la chance d'avoir un Linky, de récupérer mes courbes de chat, de se dire, tiens, j'habite dans une résidence, je mets une installation de production, j'ai modélisé tout ça, j'ai regardé. Si je mets une installation si je me mets en situation d'autoconsommation individuelle, j'ai une baisse de la part du TURP de 23%. Et si je me mets en opération d'autoconsommation collective, j'ai une baisse du TURP avec ce TURP à 8 index de 13%. Donc je vois que moi, ça serait favorable à rentrer dans ce genre d'opération et de prendre 8 index. Alors pourquoi 8 index? Heure pleine en creuse, été, hiver, flux autoproduit, flux alloproduit. Alors ce qui est aussi compliqué, c'est que quand j'affecte 25% de la production au client C1, je suis avec des flux autoproduits pour 25%, et je suis avec des flux alloproduits pour 75%, et là le TURP me coûte un peu plus cher. Automatiquement. Donc voilà pour le TURP, le mécanisme. Ce que l'on a décidé aussi, c'est il est optionnel. Donc chacun des utilisateurs peut choisir le TURP qu'il souhaite via son fournisseur, qui va assurer le complément, premièrement. Et deuxièmement, dans le cadre des exercices tarifaires qui arrivent, ce qu'on appelle le TURP 6, on remet un petit peu les choses sur la table, on regarde aujourd'hui cette situation, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui ne convient pas. On aura, grâce aux premières opérations, un retour d'expérience, et on pourrait revoir si ça influence aujourd'hui l'utilisation du réseau. Je crois que j'en ai terminé. Voilà. Et je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Didier. Je vous laisse regagner votre siège. Alors, justement, la question qu'on peut se poser, c'est combien de clients ont réussi ce parcours combattant? Parce que certes, votre explication est limpide, mais montre quand même que ça reste un sujet quand même assez complexe. Et donc, je crois que Hervé nous a préparé quelques chiffres. Je peux peut-être rester à votre place, je vais faire passer les slides. Ouais. Hop, voilà. Donc on va regarder aujourd'hui, là on est je crois à quelques jours de la publication du nouveau trimestre, donc on est sur les chiffres de milieu d'année 2019, mais bon, ça nous donne quand même évidemment un bon topo sur la situation. Alors où en sommes-nous? Voilà, donc effectivement je suis extrêmement flatté des compliments que Didier, le régulateur, nous fait par rapport à cet outil qu'on a lancé l'année dernière. C'est un outil que vous retrouvez sur le site internet d'Enedis, mais aussi vous pouvez le télécharger, c'est une application smartphone, ça s'appelle le Mix. Et pour la première fois, je crois, au monde, on ne m'a pas encore démenti, un gestionnaire de réseau public met en open data les données, ses propres données sur l'autoconsommation. Donc vous avez tous les trimestres le nombre d'installations, la puissance des installations raccordées, vous avez également les demandes de raccordement, et donc vous pouvez suivre le développement de l'autoconsommation sur le territoire d'Enedis. Je le rappelle, c'est 95% du territoire. On a aussi des entreprises locales de distribution, donc là, bien entendu, on n'est pas en mesure, nous, de comptabiliser leurs propres installations, mais ça donne quand même une image assez suffisante, je pense, du développement de l'autoconsommation sur le territoire français. Donc là, on a effectivement sur le premier visuel des choses intéressantes. On a par filière le développement de l'autoconsommation. Donc en jaune, vous avez le photovoltaïque, ça ne vous étonnera pas. C'est effectivement le segment sur lequel ça se développe le plus. En rouge, vous avez de la cogénération. Et puis, tout récemment, là, depuis fin 2018, vous avez des bioénergies en vert qui semblent décoller aussi sur l'autoconsommation. Donc là, on est sur des puissances en mégawatts qui restent encore bien entendu modérées. On est autour de 200 mégawatts pour le photovoltaïque, 40 mégawatts pour les bioénergies et puis 20 mégawatts pour l'écogénération. Néanmoins, quand on va regarder sur le visuel d'après ce que ça représente en nombre, donc là c'est le photovoltaïque qui écrase tout parce qu'on a énormément de petites installations d'autoconsommation et on a atteint donc à mi-année 52 000 installations raccordées au réseau. Ça représente quand même déjà, j'ai envie de dire, 13% du parc des installations de production raccordées au réseau d'Enedis. Donc voilà, en quelques années, on est déjà à 13%. Alors comme le disait Didier, l'autoconsommation n'a pas démarré avec la loi et l'ordonnance sur l'autoconsommation en 2016, elle existait avant. Là on remonte qu'à 2015, mais si on tirait un petit peu le curseur, on voit que depuis 10-15 ans, on avait quelques centaines de clients qui avaient fait ce choix-là
d'autoconsommer. Donc l'autoconsommation n'était pas interdite avant, hein, contrairement à ce qu'on entend parfois, que c'est la loi qui a légalisé l'autoconsommation. Comme elle n'était pas interdite, ben, par définition, elle était autorisée. Et preuve en est, c'est qu'on avait ces centaines de clients raccordés à notre réseau. Qu'est-ce qu'on trouve encore sur notre outil là, voilà, alors là vous avez l'évolution du nombre de demandes de raccordement en autoconsommation. On a pris le segment des petits consommateurs, c'est jusqu'à 36 kVA. Et puis bien sûr ce segment là, on a alors en gris clair les demandes de raccordement de panneaux photovoltaïques qui auparavant injectaient en totalité, c'est-à-dire qu'on avait un point de connexion au réseau et l'installation de production injectait toute sa production sur le réseau. Donc en gris clair, on voit que si on remonte à 2015, c'était essentiellement de l'injection en totalité. Puis en gris foncé et gris normal, je vais dire, là on voit le développement de l'autoconsommation dans les demandes qui est manifeste depuis 2015. Là, donc au deuxième trimestre, c'est 93% des demandes de raccordement d'installation photovoltaïque qui se fait en autoconsommation. Donc le marché a complètement switché en l'espace de 3-4 ans. Alors, ça s'explique essentiellement par le fait que les acteurs de marché, désormais, ne vendent plus que ça. Ils ne proposent même plus l'autre option, en général. Donc, il y a certainement des raisons à ça. Je pense que probablement il y aura des questions, on en discutera juste ensemble. Après. C'est intéressant d'essayer de comprendre comment le marché a pu switcher de la sorte. Peut-être que le logiciel de réseau de distribution n'y est pas pour rien. On a fait quand même quelques évolutions pour faciliter justement le raccordement d'autoconsommation. Je reviens sur la façon dont tu as introduit cette séquence. L'autoconsommation, non, ça n'est pas compliqué, c'est extrêmement simple, en tout cas pour l'autoconsommation individuelle, et voilà, le développement en est la preuve. Et puis, dernier visuel, alors on a aussi une carte par département du développement de l'autoconsommation, vous pouvez aller regarder, zoomer sur l'un ou l'autre des départements. Alors là, voilà, on voit apparaître surtout la Haute-Garonne, l'Isère et le Nord comme département où il y a pas mal d'autoconsommation qui se développe. Voilà, ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus proche des territoires. Merci beaucoup. Alors justement, on parle des clients, on parle des consommateurs. Ce soir, on a Green Yellow avec nous qui on fait un business, hein, clairement, faut dire les choses comme elles sont. Et donc, vous devez, votre manager, capter la façon dont les clients évoluent. Alors peut-être, je disais tout à l'heure en introduction, peut-être dans la salle, peu de monde, ou en tout cas, vous n'êtes pas tous sachants sur ce qu'est Green Yellow. Alors peut-être avant de vous passer la parole, je vous propose un petit film de présentation de votre entreprise. Et puis après, effectivement, on reviendra sur le sujet du consommateur et du client. Où en est-il aujourd'hui par rapport à ce sujet ? Voilà, et donc je crois que vous avez une petite présentation complémentaire, peut-être pour vous dire quelques mots sur votre structure. Voilà, je vous Bonjour à tous. du coup. Donc, pour ma part, je suis hôte manager, je suis fondateur de Green Yellow. Donc, nous intervenons dans, je dirais, le métier de la transition énergétique et surtout, nous définissons, et c'est notre raison d'être, comme étant un accélérateur de la transition énergétique pour des clients. Ça veut dire quoi, accélérateur de la transition énergétique? Ça veut dire précisément consommer moins et consommer mieux. Comme vous le savez, voilà, on est devant une accélération de cette transition. Il y a sur les sujets d'ordre environnementaux, climatiques et l'urgence à agir. Ça, c'est le premier sujet. Il y a des facteurs économiques qui font qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'innovation qu'on a eue dans le monde de l'énergie permet
finalement à une multitude d'acteurs et permet économiquement l'arrivée massive de ces énergies-là, entre autres le photovoltaïque. Et nous avons été convaincus dès le départ, et c'est de 2007, sur le fait que dans le mix énergétique des différents pays, la part de la production décentralisée allait se développer. Donc c'est un peu c'est plus qu'un pari, c'est vraiment une conviction profonde. Et donc nous avons travaillé dès 2007 sur le fait de développer ce que vous appelez l'autoconsommation, l'autoconsommation pour le client, parce qu'il nous semblait, un peu évident de se dire qu'un consommateur pouvait devenir un consommateur, comme vous l'avez dit, et qui est un vrai sujet, mais je reviendrai aussi sur le pourquoi du comment le consommateur s'intéresse à sa consommation, et donc à la production, et donc à l'efficacité énergétique, et donc à d'autres leviers sur lesquels je pourrais rentrer. Mais en conclusion, je dirais, ou du moins en synthèse, GreenYellow, accélérateur de la transition énergétique, 3 grands métiers. Le solaire photovoltaïque, sur lequel on a une expertise, on a été un peu pionnier dans cette approche-là, décentralisé bien évidemment. L'efficacité énergétique qui va de pair, on reviendra aussi sur cette notion-là, avec l'autoconsommation. Et puis les services à l'énergie. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le monde de l'énergie se complexifie, il y a l'ouverture à la concurrence, il y a une multitude de sujets qui sont sur la table. Donc il y a une multitude aussi de valeurs qu'on peut proposer à nos clients. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en termes d'introduction. GreenYellow, c'est plus de 450 collaborateurs. On est présent déjà sur 4 continents, 8 pays. En France, je reviendrai dessus, mais on a un partenariat avec Engie sur l'autoconsommation via Réservoir Sun. Et on a d'ores et déjà, en moins d'1 an, développé plus de 300 MW de solaire en autoconsommation. Donc c'est des marchés qui sont, en pleine effervescence et sur lesquels il y a potentiellement un intérêt à agir. Peut-être un petit mot sur l'autoconsommation, sur cette thématique-là de l'autoconsommation. Et ce que vous observez aussi auprès de vos clients potentiels, à la fois sur le marché résidentiel et sur le B2B. Dans le domaine du B2B, on a très clairement, nous qui côtoyons le client au quotidien, 2 familles de clients. Ceux qui sont d'une approche plutôt foncière. Je loue des toits, des parkings, je loue des réserves foncières qui me permettent à un moment donné d'avoir un revenu complémentaire, et donc je n'ai aucune interaction avec cette production. Donc là, on injecte sur le réseau. Donc ça, c'est, quelque chose qui commence à potentiellement se réduire, parce que d'une part, le marché, comme vous l'avez vu, était un marché plutôt d'injection réseau, avec potentiellement une équation économique qui n'était pas encore viable il y a encore quelques années. Tous ces schémas sont en train d'évoluer grandement. Pourquoi? Parce que le solaire est devenu rentable. C'est ça le sujet, et ce en quelques années. Je pense que tout le monde a en tête que le panneau solaire a eu potentiellement un prix réduit par 10 ou divisé par 10 en 10 ans. Donc vous voyez bien que la thématique de l'équation économique du kilowattheure solaire a grandement évolué. Je cite un exemple. À l'international, peut-être pas en France. En France, on a des offres qui peuvent faire, des discounts sur le prix du kilowattheure payé par le client final à potentiellement moins 10. Donc on commence à apporter de la valeur au client avec du kilowattheure consommé localement vert et potentiellement moins cher. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais sachez que, par exemple, à l'international, on peut aller jusqu'à moins 50% du prix du kilowattheure. Offre Thaïlande, signée hier. Donc le prix du kilowattheure solaire décentralisé coûte 2 fois moins cher que le kilowattheure, centralisé, qui bien évidemment passe par une thématique, telle qu'on l'a dit, de transport, de distribution, etc. Il y a une notion qui est importante et qui a été dite, celle qui consiste à dire quels sont les clients les plus intéressés par la thématique de l'autoconsommation. Nous intervenons dans un monde du B2B, qui sont plus particulièrement des clients dans le monde du retail, alimentaire ou non alimentaire, dans le monde de la logistique, dans le monde de l'industrie, des clients qui fonctionnent souvent 7 jours sur 7, qui ont un talon de consommation, et donc dont la problématique finalement de ce qu'on appelle le net metering, c'est-à-dire je ne suis pas là, ma courbe de charge, je ne peux pas consommer, est potentiellement moins un problème que ce qu'on peut avoir dans le monde du B2C, qui est un monde différent, parce qu'il y a la corrélation entre la courbe de charge finalement du client, ce dont il a besoin, et la courbe de production est potentiellement décorrélée.
dans le monde de la grande distribution, si on prend un hypermarché, avec une centrale solaire, on peut faire de l'autoconsommation sans injecter 1 kWh sur le réseau et pour autant dimensionner cette centrale pour couvrir 25 à 30% des besoins du client. Certes, ce n'est pas 100%, certes, il n'y a pas encore de stockage, etc. Mais on est sur un kilowattheure qui finalement est autoconsommé en temps réel, 7 jours sur 7, et ça c'est valable chez beaucoup de clients. Donc ça c'est un point potentiellement important. Et puis l'autre élément important, c'est que dans la dichotomie que je faisais des clients, on a une multitude de clients et les consommateurs. Qu'est-ce qu'ils disent les consommateurs? Les consommateurs sont là pour développer l'autoconsommation solaire parce qu'ils souhaitent que dans leur mix énergétique qu'ils consomment, ils aient une quote-part qui est autoproduite, locale, verte, connue, un prix donné sur une durée longue. Donc c'est pour ça qu'on a une multitude d'acteurs qui n'ont pas joué le jeu de l'injection réseau parce que ça ne les intéressait pas et qui sont en train de venir pour dire, nous, en tant qu'acteurs responsables, sur une logique de réduction de notre empreinte carbone, ben on a l'intention et la volonté de développer du solaire local et du solaire compétitif d'un point de vue prix, parce que derrière, on est, je veux dire, dans une logique de réduction de notre facture énergétique, mais aussi d'empreinte environnementale. Donc voilà ce que disent aujourd'hui les clients à qui on parle au quotidien. Ouais, je pense que ça c'est une tendance de fond et qui va être simplifier. Peut-être Alexandre, un mot également de ce que vous observez au sein du CER, puisque vous avez une vue globale sur toute la filière, sur ce développement. Oui, pour enchaîner sur ce que je viens de dire, ce que viennent de dire finalement les trois intervenants précédents, nous on observe que sur le marché du B2C, il y a cette bascule du marché. C'est vrai que les chiffres le montrent et bravo aussi de notre côté à Enedis pour cette application qui est en effet extrêmement utile. Alors c'est vrai que sur l'autoconsommation individuelle, c'est peut-être facile, mais je nuancerai un petit peu. Je pense que paradoxalement, c'est pas forcément toujours la meilleure opération en termes d'intérêt économique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même une part de ces consommateurs qui le font par choix, comme ça a été dit. Et quand on regarde différentes situations, les taux d'autoconsommation et les TRI des projets, on n'est pas nécessairement sur des opérations extrêmement intéressantes financièrement. Sur le B2C, je parle. Et pourtant, les choses se développent. Alors c'est vrai qu'on a des taux de progression qui apparaissent importants, mais quand on part de quasiment zéro, forcément, ça paraît tout de suite beaucoup. Alors que sur le B2B, l'équation économique, elle est quand même vraiment centrale. Et là, on a des projets qui, économiquement, doivent forcément faire sens. Donc ça, c'est quand même, je pense, un peu la distinction qu'on peut opérer entre le B2C et le B2B. Et puis, derrière, si on dézoome un tout petit peu, je crois que l'autoconsommation, elle renvoie aussi à des questions un petit peu plus... des questions de principe et un peu de vision. Comment on veut déployer l'autoconsommation en France? On voit que dans d'autres pays, aux États-Unis, en Australie, on peut avoir des logiques un petit peu plus autarciques. Il y a même des études du Rocky Mountain Institute qui avaient fait des simulations d'Economics of Load Defection qui montraient que, oulala, attention, on pouvait avoir une partie assez majeure de la population qui allait finalement se déconnecter du réseau avec des logiques économiques derrière qu'il fallait gérer. C'est pas du tout la vision, en tout cas, qu'on a au CER. Pour nous, l'autoconsommateur, c'est pas un élément autarcique qui va se développer en marge du réseau. Au contraire, ça va être un élément totalement intégré dans la maille existante, avec la possibilité de fournir des services. Ça, il faudra voir. Mais il y a une autre question derrière qui est de savoir si on veut développer de l'autoconsommation où on va maximiser les taux d'autoconsommation pour le consommateur. Ça, c'est une logique. C'est pas celle que nous on prône. Nous on pense que les surfaces artificialisées doivent être utilisées à leur plein potentiel et qu'il faut mettre en place un cadre qui permette certes d'encourager à des taux d'autoconsommation élevés, mais qui ne pénalise pas nécessairement les installations qui vont injecter en surplus, parce que dans certains cas ça peut conduire soit à du sous-dimensionnement d'une installation, soit à des logiques d'investissement dans des dispositifs de stockage qui peuvent faire sens dans certaines situations, mais qui peuvent aussi renchérir le coût global pour le consommateur. Donc c'est un peu c'est aussi ces types de questions un peu plus globales sur quel est le modèle finalement d'autoconsommation qu'on cherche qui nous interpelle. Et c'est vrai qu'on voit que c'est finalement un peu la poule et l'œuf. Il faut qu'il y ait un cadre pour que l'autoconsommation se développe. Et je crois que ce qu'a montré Didier est assez impressionnant.
pour finalement, aujourd'hui, même pas 300 MW, on a quand même un cadre déjà très important. On a développé un TURP, et ça a été dit, pour l'autoconsommation collective, qui n'a finalement pas été utilisé. Donc on a un peu cet enjeu d'absence, finalement. Je crois que même la Creux, lorsqu'elle avait dû développer ce TURP, avait finalement certaines difficultés, et on n'a pas pu beaucoup l'aider à obtenir des données pour savoir un peu comment dimensionner les choses. On a aussi cet enjeu un peu de définir un cadre, alors même qu'on a assez peu de retours d'informations. Donc je pense qu'il faudra aussi regarder ça de manière dynamique avec le temps et voir comment, au fur et à mesure, on peut peut-être ajuster les choses. Alors peut-être Othmane, justement, je reviens à vous. On parlait donc des difficultés, ou en tout cas du cadre, du parcours du combattant. Vous, quand vous conseillez, vous appuyez vos clients, quand vos clients viennent à vous, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ce parcours est simple, pas simple? Sur quel point finalement on pourrait encore progresser pour rendre les opérations encore plus évidentes à mettre en place? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le modèle économique dans lequel on s'inscrit, parce que beaucoup de nos clients, nous sollicitent aussi dans une thématique de tiers financement. C'est-à-dire que vous savez que l'installation solaire a un certain prix, qu'aujourd'hui ces investissements ne sont pas prévus ou budgétés par nos clients, et donc par définition nous sommes dans une approche de leur offrir un projet global, clé en main, qui vise bien sûr la conception du projet, qui vise bien sûr l'ensemble des autorisations nécessaires. Entre les autorisations, je le dis souvent, mais c'est pas une critique, mais la France est un pays avec une multitude un millefeuille administratif assez complexe, mais il faut le connaître, entre l'urbanisme, entre le raccordement, entre une multitude de choses, entre les recours potentiels, entre une multitude donc des règles, mais qui sont ce qu'elles sont, donc il faut faire avec. Donc il y a la gymnastique et l'expertise, ça fait partie de l'expertise dont on dispose, bien évidemment d'études de structure, de décennales, etc. Donc on rentre dans les thématiques de construction en réalité. Donc ça c'est un vrai savoir-faire dont on dispose, et puis par la suite c'est le financement de l'opération. Donc nous portons les investissements pour le compte du client, ça c'est un point qui est essentiel. Nous lui garantissons la production et nous lui revendons donc le kilowattheure à un prix donné, potentiellement indexé ou non dans le temps, et surtout avec une visibilité sur ce prix du kilowattheure dans le temps. Et c'est ça aussi la force de ces énergies-là, c'est d'être en capacité pour un client de pouvoir, gérer ses OPEX, donc ses coûts d'exploitation dans le temps, et de ne pas être potentiellement, avec un aléa externe qui risque de lui poser un problème d'un point de vue compétitivité. Donc c'est plutôt dans ce schéma-là qu'on s'inscrit, parce que très clairement, aujourd'hui quand on parle des clients, les clients découvrent le monde de l'énergie, ne serait-ce que par l'ouverture du marché. Il faut juste se rappeler qu'il y a encore quelques années, on était sur un tarif réglementé, on n'avait qu'un seul opérateur, et qu'on avait un tarif de l'énergie qui était connu pour tout le monde. On passe déjà dans le monde du B2B à une thématique d'ouverture du marché, la fin des tarifs réglementés de vente, donc la faculté pour le client de devoir se sourcer, savoir acheter sur le marché, avoir une visibilité sur sa consommation, etc. Tout ça sont des éléments qui deviennent cruciaux pour le client pour bien acheter son énergie. Ça, c'est pour ceux qui aimeraient avoir les chiffres complémentaires, chaque année, le médiateur national de l'énergie publie un baromètre où effectivement il observe à la fois le comportement du marché, mais aussi lance un sondage pour savoir où en sont les Français par rapport à leur rapport à l'énergie. Il a été publié la semaine dernière pour celui de cette année-là, et donc il montre effectivement une progression constante de la connaissance des Français sur le fait qu'aujourd'hui ils peuvent changer d'opérateur, que c'est pas très compliqué finalement de changer d'opérateur, que Enedis et EDF ce n'est pas la même chose, etc. Donc effectivement, on voit que là-dessus il y a une tendance très lourde qui est en train de s'installer auprès de nos concitoyens. Du coup, ce que vous expliquez était peut-être plus vrai sur le monde du B2B des entreprises que le monde du résidentiel. C'est vrai. Sur la thématique du B2C, en fait, notre vision des choses, c'est vrai que on a l'impression qu'il y a un développement qui va se faire de manière plus importante dans l'autoconsommation sur le B2B, du fait de l'apprentissage déjà, comme je le disais, ouverture de la concurrence, intérêt économique du client à agir sur cette thématique-là, enjeux environnementaux d'une multitude d'industriels. Il y a des feuilles de route, zéro carbone à horizon X. Donc il faut le plan d'action pour le mettre en place. Et l'autoconsommation, c'est pas l'alpha et oméga de tout. Nous sommes un acteur qui intervient sur l'autoconsommation, mais l'autoconsommation s'inscrit dans un mix énergétique global
ça vise l'autoconsommation, ça vise l'efficacité énergétique. Bien évidemment, une grande quote-part de l'énergie sera toujours fournie par le réseau. L'idée, c'est pas l'autonomie énergétique, c'est pas ça qu'on prône. On cherche à trouver le modèle économique, je dirais, le plus pertinent et le plus résilient pour la totalité. Et sans, je veux dire, accaparer le client sur la thématique, dans le sens où dans certains pays, on a quasi tué l'autoconsommation par de la taxe sur l'énergie solaire. Mais ça, on rentrera dans cette discussion-là peut-être un peu plus tard. Mais c'est inéluctable que cette énergie va représenter au moins 25% de la production énergétique mondiale. C'est écrit, c'est quelque chose qui se développe partout. Il y a plus de 100 gigawatts d'installations solaires par an. C'est la première énergie installée dans le monde, etc., etc. Donc, très clairement, on pense que l'autoconsommation, et il y a un point qui est essentiel sur l'autoconsommation dans le mix énergétique. Pourquoi on pense que l'autoconsommation va se développer aussi? Il y a une thématique aussi où l'autoconsommation, c'est une énergie locale sans conflit d'usage. C'est un point qui est structurant. En France, nous avons aujourd'hui d'ores et déjà identifié 500 millions de mètres carrés de toit en capacité de, je veux dire, accueillir du solaire photovoltaïque. Donc, ça vous montre les enjeux de ce qu'on peut faire sur des sujets, finalement, de toiture, de parking, donc de surface sans conflit d'usage, et avec une thématique de consommation locale. Donc, c'est ça le développement qu'on prône. Très bien. Alors, on l'a abordé, on l'a touché du bout des doigts tout à l'heure, avec Didier en particulier, le sujet des collectivités locales. Alors, les collectivités locales sont impliquées à plusieurs titres dans ces sujets, à la fois pour leur compte propre, les gymnases, les lieux accueillants du public, etc., etc. Mais aussi, les collectivités locales s'emparent de plus en plus du sujet de l'énergie et souhaitent, en local, que ce soit au niveau de la région, dans ce fameux millefeuille qu'on évoque, développer des projets. On voit que des petits projets, Pénétin en Bretagne, Prémian dans le sud de la France. On voit aussi des beaucoup plus gros projets, ou en tout cas dans des villes de grande taille, à Bordeaux, à Toulouse, etc. Quel est le rôle finalement des collectivités locales? Est-ce que c'est justement aussi à elles et aux élus, aux services de s'emparer de ces sujets? Comment vous voyez finalement le rôle, peut-être Didier, là-dessus? Est-ce que vous avez des observations et une tendance, ou voilà, des discussions aussi peut-être avec certaines d'entre elles qui vous sollicitent? Eh ben, ça tombe bien, dans la présentation, vous avez dit que j'étais secrétaire général du comité de prospective, et le comité de prospective vient de rendre un rapport, qu'on appelle le rapport du GT2, sur la décentralisation, pour faire simple. Et justement, on s'est déplacé dans les territoires pour voir aujourd'hui ce qui se passait. Et c'est vrai que les territoires, et quel que soit le niveau du millefeuille administratif, s'est emparé de ces questions de transition énergétique. Au niveau des élus, que ce soit au niveau communal, au niveau intercommunal, au niveau des métropoles, au niveau des départements, au niveau des syndicats d'énergie, ce qu'on appelle les AODE, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, aujourd'hui, par l'intermédiaire de SEM, développent des projets de production et s'intéressent également à ces solutions d'autoconsommation. Là où on s'interroge, normalement je vous renvoie vers un rapport qui a été rendu public, c'est que certaines de ces collectivités ont des idées d'être en autarcie demain. Alors, autarcie d'un point de vue électrique, ça veut dire que je dois pouvoir me passer du réseau public de distribution, voire du réseau public de transport. Donc après, on peut se poser la question du devenir de ces réseaux. Voilà, ça s'interroge. Ce qu'ils n'ont pas compris, et je pense que ce sont plutôt les médias qui n'ont pas compris aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il faut travailler aussi la question de la puissance et non pas de la question de l'énergie. Et c'est vrai que ces communautés, ils ont plutôt l'impression, ils ont plutôt tendance à ne parler que l'énergie. Je vais installer tant de production, ce qui va produire en fonction de la filière tant d'énergie, et je regarde ce que je consomme, et je suis capable d'équilibrer, donc je peux me passer carrément de mon gestionnaire de réseau préféré. Ce qui est faux, il faudrait un peu à un moment donné qu'on parle de puissance, qu'on parle de synchronisme entre la production et la consommation. C'est vrai qu'il peut y avoir synchronisme, mais vous avez vu tout à l'heure la courbe que je vous ai présentée, le synchronisme il existe pendant quelques heures, et en plus, moi je vous ai fait une belle courbe, mais en réalité, je pense qu'Hervé pourrait vous montrer les courbes de production, que ce soit photovoltaïque, éolienne et autres, c'est plutôt assuré.
Donc, quelques nuages qui peuvent passer dans le ciel de temps en temps. Notamment. Donc, quand on entend que certaines collectivités veulent être demain autonomes, voire être en autarcie, ça nous interroge. Donc on a essayé dans le cadre du rapport d'expliquer ce que c'est que l'autonomie, d'expliquer ce que c'était que l'autarcie, d'expliquer ce qu'apportait aujourd'hui le réseau. Par contre, aussi, on s'interroge aussi demain, est-ce que le devenir de ces réseaux, si demain on continue à 500 000 toits ou espaces équipés d'installations de production, est-ce qu'on continuera de la même façon à utiliser les réseaux? Donc ça, ce sont des travaux que l'on mène avec les gestionnaires de réseau depuis déjà quelques années, qu'on continuera à mener, et vous verrez dans le rapport qu'on commence à évoquer ce qu'on appelle la part assurantielle du réseau. C'est-à-dire qu'à tout moment, le réseau il est présent et il pourra apporter l'énergie, ou il pourra récupérer ce surplus pour pouvoir l'évacuer dans des niveaux de tension très élevés. Donc n'oublions pas ce réseau, il est essentiel aujourd'hui, et surtout, pour terminer, il apporte la solidarité entre les territoires. À un moment, je vais produire trop, c'est le territoire d'à côté qui va bénéficier de cette production. Je vais produire moins, c'est le territoire d'à côté qui va exporter. Je vais vous donner juste un exemple. Nous sommes allés à Nantes, et Nantes, la métropole nantaise, a pris conscience que d'une manière, ils ne pourraient pas équiper tous les toits avec des panneaux ou des éoliennes. Ils vont devoir travailler avec des communautés de communes tout autour, comme ils le font aujourd'hui avec l'alimentation. L'alimentation n'est pas produite à Nantes, il est produit à l'extérieur de Nantes et est transporté au centre-ville. Demain, en matière d'énergie, c'est pareil. L'énergie sera produite tout autour de Nantes. Bien sûr, il y aura un peu de photovoltaïque, etc. Mais c'est bien les collectivités autour de la métropole nantaise qui continueront à alimenter Nantes, avec une volonté de la métropole de Nantes d'investir également des moyens financiers, de donner des moyens financiers à ces collectivités. Alors peut-être deux réactions d'Hervé sur ce sujet, à la fois sur ce que vous observez dans les collectivités, puisque Enedis c'est effectivement au plus près des territoires, donc vous devez avoir des discussions et des échanges, et puis sur le sujet de l'impact sur le réseau, effectivement, puisque un réseau qui demain voit, en tout cas, un grand nombre d'installations se développer, comment vous anticipez ça? Est-ce que vous considérez qu'il va y avoir un grand soir où à un moment donné on va basculer sur un réseau qui va devenir assurantiel, comme Didier vient de l'évoquer, ou est-ce que finalement les impacts ne sont pas si importants que ça, en tout cas dans vos projections? Sur la transformation du réseau, c'est en cours. C'est pas devant nous, on y est. Ça fait maintenant 15 ans, on va dire, que la transition énergétique a véritablement démarré en France avec l'éolien, le photovoltaïque, et ça va encore s'accélérer. Il faut que ça s'accélère, et on vit au quotidien une transformation du réseau, alors en structure. La structure du réseau, le dimensionnement du réseau tel qu'il existait il y a 15 ans est en train de changer, parce que justement on a du développement de production décentralisée, on a des flux ascendants, alors qu'avant le réseau il était là que pour acheminer les électrons des grandes centrales de production qui étaient raccordées au réseau de transport jusqu'aux clients du plus petit village au fin fond de la Corrèze. Aujourd'hui on change, voilà, il faut effectivement que le réseau se restructure. Je suis complètement d'accord, bien entendu, avec ce que vient de dire Didier Lafaille, s'agissant de l'autoconsommation en particulier, parce que même si aujourd'hui c'est une tendance qui est plus que confirmée dans les choix de raccordement des installations de production photovoltaïque, s'agissant de l'autoconsommation vu du réseau, l'autoconsommation est d'une neutralité parfaite. Il n'y a pas la moindre différence d'un point de vue électrique entre un panneau photovoltaïque qui injecte directement sur le réseau depuis le toit, ou qui est d'abord autoconsommé dans la maison et qui injecte un surplus juste à côté. C'est exactement le même impact, donc il n'y a pas d'impact positif pour le réseau, mais il n'y a pas non plus d'impact négatif. Donc Enedis, c'est d'une neutralité totale par rapport aux choix qui sont faits d'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Je posais la question d'introduction, finalement, pourquoi cet essor? J'ai envie de dire, pourquoi faire? Moi, j'ai une réponse. Si effectivement, le fait d'autoconsommer permet
de développer plus rapidement l'installation de panneaux photovoltaïques, eh ben, c'est une bonne chose. Il faut continuer. Je le vois plus comme un argument de vente, un argument marketing. J'entends aussi ce que disait Alexandre, c'est que d'un point de vue économique, l'équation n'est pas complètement aujourd'hui réalisée s'agissant du B2C. Mais néanmoins, c'est quand même ce qui se développe le plus. On voit la corrélation d'ailleurs du nombre de panneaux photovoltaïques raccordés annuellement qui est reparti à la hausse ces dernières années avec le développement de l'autoconsommation. On voit clairement que c'est ce qui soutient aujourd'hui le regain de raccordement de panneaux photovoltaïques. Donc j'ai envie de dire pour ça, mais peut-être uniquement pour ça, c'est une bonne chose. Parce que sinon, vu du réseau, il n'y a pas le moindre écart avec une installation qui injecte en totalité. Alors, maintenant, si la question porte sur le développement des énergies renouvelables et du photovoltaïque en particulier, oui, bien sûr, il y a cette transformation. Il faut renforcer le réseau à certains endroits. Ce qui est pas mal avec le photovoltaïque, c'est que ça se marie bien avec les toitures et donc les zones où il y a déjà de la consommation et donc déjà du réseau. Voilà, ce mariage est plutôt bon. J'entendais aussi qu'il n'y avait pas de conflit d'usage. J'ai même envie de dire, il y a des services supplémentaires quand on parle des ombrières de parking. Ça rend des services, il y a de la surface, et en plus ça rend des services pour les véhicules qui se garent. Donc oui, il faut continuer d'encourager ces développements-là. Il y a un petit outil qu'on n'a pas cité pour l'autoconsommation, c'est un compteur qui s'appelle Linky. Sincèrement, c'est un formidable véhicule et vecteur de l'autoconsommation, parce que là où avant il fallait mettre 2 compteurs tête bêche, maintenant il n'y en a plus qu'un seul. C'est des économies qui sont non négligeables sur le coût de raccordement. Voilà, on a largement aussi simplifié le barème de raccordement avec Didier. On a élagué certains coûts résiduels qui font qu'aujourd'hui c'est extrêmement simple de faire de l'autoconsommation. Il faut l'encourager. Ça c'est ma réponse d'un point de vue technique. Après, je suis effectivement particulièrement en phase avec ce que disait Didier sur le caractère assurantiel du réseau. L'énergie photovoltaïque comme l'énergie éolienne, ce sont des énergies variables. Certains disent intermittentes et d'autres n'aiment pas ce mot-là, mais c'est la réalité. Et quoi de mieux que le réseau pour être là, pour équilibrer à chaque instant les besoins d'un utilisateur. Le réseau est toujours là. Il est là 365 jours par an. Il a une qualité, un taux de fiabilité qui est de 99,99%. On a un temps de coupure moyen de 1 heure par an. Le fait d'avoir un réseau, c'est effectivement une assurance. Elle existe déjà. On s'en rend peut-être pas compte, mais ce caractère assurantiel du réseau existe déjà et depuis toujours. La qualité d'alimentation, la qualité d'approvisionnement en France, mais plus largement dans les pays de l'Union européenne, est quand même très très élevée. Je crois que c'est Jean-François Caraco, le président de la Commission de régulation de l'énergie, qui dit régulièrement, en France, quand on n'a pas l'électricité pendant 1 heure, Enedis reçoit des dizaines d'appels de savoir qu'est-ce qui se passe, alors qu'ailleurs dans le monde, c'est quand on a l'électricité 1 heure par jour qu'on est déjà bien content. Donc, Tout à fait. Bon, mais on s'est habitué à ça et tant mieux. C'est une bonne chose. Et il faut que ça perdure. Donc le réseau vecteur de solidarité entre les territoires, entre les métropoles, entre le rural, oui, en plus les énergies renouvelables vont plutôt s'installer dans les zones rurales et puis les métropoles, c'est là où ça consomme. Donc heureusement qu'il y a le réseau pour acheminer l'électricité d'un endroit à l'autre. Mais au-delà de ça, j'oublie pas aussi qu'aujourd'hui on est quand même dans un réseau interconnecté européen qui nous assure une stabilité, une qualité d'approvisionnement qui est véritablement exceptionnelle. Donc j'associe également le réseau de transport RTE à ça. Les interconnexions avec les pays européens nous permettent d'assurer cette qualité d'alimentation et aussi sont un débouché pour toutes ces énergies renouvelables. Quand on a une installation de production, qu'elle autoconsomme ou pas, à un moment donné, de toute façon, il y a de la production qu'il faut évacuer sur le réseau. Cette énergie-là, elle n'est pas perdue, elle va être utilisée quelque part en Europe. Et donc si elle est utilisée quelque part en Europe, ça veut dire qu'elle peut être valorisée, elle a une valeur. Et cette valeur-là, il est normal que ce soit celui qui a investi
dans cette installation qui en tire une rémunération. Voilà, donc, et ça c'est permis uniquement par le réseau, parce que l'accès au réseau, c'est aussi l'accès au marché de l'énergie. Et le marché de l'énergie, il est européen. Donc tout ce que je suis en train de dire là, c'est vraiment en totale contradiction avec le fantasme d'une autarcie, l'idée que chacun va se retrouver recroquevillé sur soi-même avec sa propre énergie à consommer et que cette énergie-là ne sert qu'à soi-même. Didier, vous voulez aller Oui, je voulais rebondir, si c'est possible, sur ce que vient de dire Hervé. Je partage complètement son discours sur le fait qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le réseau soit un frein au développement de l'autoconsommation, ni d'ailleurs au développement de la production, qu'elle soit ENR ou pas. Je ne sais pas si vous raccordez autre chose que des ENR aujourd'hui, un petit peu. Donc je partage, il a beaucoup travaillé sur le sujet, nous avons aussi beaucoup travaillé pour accompagner Enedis sur le sujet, il parlait des barèmes de raccordement, on a essayé de simplifier les choses en matière de coûts, etc. Par contre, là où je regrette un petit peu dans son discours, surtout que maintenant il est directeur de la stratégie chez Enedis, non? Directeur prospective? Non? Directeur de... Pôle transition énergétique. C'est à peu près pareil. Allez. Donc, d'aller un petit peu plus loin, et là je reprends mon ancienne casquette de chef du département technique, où on a essayé, d'ailleurs avec Hervé, de mettre en place ce qu'on appelait des offres de raccord intelligentes. De se dire, après tout, le réseau, c'est vrai, il peut permettre de soutirer une puissance qui a été définie, contractualisée au début, il peut permettre d'injecter un surplus ou pas, si c'est une production en totalité, à tout moment. Donc il était dimensionné pour ça, etc. Et on va payer le raccordement pour ça, on va payer le tarif d'utilisation pour ça. Après, peut se dire, mais si on veut vraiment que demain le consommateur soit acteur de sa consommation, on peut peut-être réfléchir à d'autres types d'offres de raccordement. Malheureusement, on n'y a pas encore réussi au niveau réglementaire. On a quand même tout fait pour. Mais voilà, je pense que demain, il faut aller vers ces offres plus intelligentes, ce qui va revoir la politique de dimensionnement d'Enedis pour ce type d'offres, je dis bien. Il y en a certains qui voudront avoir la garantie, cette assurance en permanence d'avoir un réseau qui permet de soutirer ou d'injecter à tout moment la puissance que j'aurais en tirant l'analogie avec l'assurance, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, c'était hier matin, hier matin ou hier après-midi, hier matin, il a présenté un petit graphique, justement, où il montrait que on pouvait faire ces offres intelligentes pour du stockage. Tiens, pour du stockage. Donc, si c'est du stockage, on peut faire la même chose pour de l'autoproduction. Donc, on attend aussi, dans les, on va dire, les mois, les années qui viennent, un petit peu un changement de paradigme aussi de la part des gestionnaires de réseau pour apporter ces offres qui vont concourir à faire que demain le consommateur sera acteur de sa consommation, puis peut-être des solutions moins chères, plus économiques, pour celui qui fait la demande de raccordement, mais également pour la société qui, elle, doit payer les coûts de renforcement, etc. Donc aller demain un peu plus loin. Alors, mais aujourd'hui, je répète, et je soutiens ce qu'a dit Hervé, le réseau n'est pas un frein au développement de l'autoconsommation, qu'elle soit individuelle ou collective. Alors Alexandre Roche, je reviens à vous parce que donc on a effectivement vu le rôle du régulateur qui met en place le cadre, de Enedis qui gère tout le raccordement, etc. Et la filière elle est beaucoup plus vaste que ces différents acteurs. Quelle est votre perception de la façon dont la filière est préparée? Quels sont les métiers, les compétences dont on va avoir besoin et du coup, est-ce qu'il y a un sujet en France sur lequel on pourrait éventuellement rencontrer des difficultés ou au contraire, est-ce que là on a une filière qui est bien en ordre de bataille? Je pense qu'on a une filière qui est en ordre de bataille. Aujourd'hui, si on regarde, c'est souvent un sujet un peu évoqué dans le débat public, mais le tissu industriel dans le solaire photovoltaïque, on a quand même, malgré ce qu'on pense, quelques acteurs importants encore sur le secteur national, sur le territoire national, qui sont plutôt des producteurs de panneaux qui font des panneaux à très haute efficacité, donc qui sont plutôt en fait orientés vers le segment toiture. Donc ça c'est un premier élément. Et puis ensuite, il y aura la question, ça revient un petit peu à votre question initiale, pourquoi finalement dans le B2C ça se développe alors que c'est vrai que paradoxalement il n'y a pas toujours un équilibre économique évident. L'autoconsommation est aussi un facteur de différenciation pour les fournisseurs d'énergie. On voit que évidemment maintenir le lien avec le panel de clients existants ou acquérir de nouveaux clients va devoir se faire de plus en plus
sur des offres un peu plus élaborées, et l'autoconsommation peut être un élément assez structurant à côté d'autres types de services, d'efficacité énergétique, de C2E, etc. Donc il y a aussi cette démarche-là et ce savoir-faire-là, je pense, qui est déjà présent aujourd'hui pour préparer cette transition, d'aller faire des offres où l'autoconsommation s'imbrique avec d'autres services. Et puis ensuite, il y a d'autres sujets d'interface intelligente entre le système PV et le réseau. On voit, si vous allez dans les foires internationales du solaire, une très grande convergence de l'industrie de l'onduleur, de l'industrie de la batterie, de l'industrie du système de management des flux au sein du bâtiment. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus qu'il y a cette partie-là qui va devenir importante. Là aussi, j'ai pas nommé de nom, mais on a quelques acteurs français qui sont plutôt bien positionnés. Donc voilà, je pense que il n'y a pas de manque de compétences pour freiner les choses. Le réseau n'en est pas non plus. Donc c'est vrai que logiquement, on devrait voir se développer l'autoconsommation de manière assez importante. Là où quand même on a parlé du B2C, du B2B, on n'a pas trop parlé d'autoconsommation individuelle et d'autoconsommation collective. C'est vrai que sur le collectif, là pour le coup, je rejoins quand même votre... le terme que vous avez utilisé de parcours du combattant, c'est un peu plus compliqué quand même, faut pas le cacher. Et on n'a pas encore trouvé, je pense, le levier essentiel pour que ça se développe de manière plus importante. Ce qui est par contre important, et Othman l'a mentionné, c'est le tiers investissement. C'est vrai que c'est sans doute un élément important, et dans le business model de l'autoconsommation, qui est un peu volatile, on l'a pas encore évoqué jusqu'à présent, mais il y a la partie énergétique, il y a la partie tarifaire, et puis il y a la partie taxation. Sur les sujets d'exonération TICPE, on a beaucoup échangé avec les services des douanes pour s'assurer que une opération d'autoconsommation individuelle qui peut bénéficier d'une exonération TICPE, aujourd'hui, que ce traitement-là soit identique pour un tiers investisseur. Parce que physiquement, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas vraiment de raison de le traiter différemment. Donc voilà, on a maintenant une confirmation dans le projet de loi de finances, dans la loi de finances, que cette exonération TICPE, elle existe aussi pour des opérations en tiers investissement, mais c'est quelque chose qui peut être remis en cause chaque année. Donc voilà, il y a un peu cet élément de volatilité aussi qu'il faut garder à l'esprit. Mais voilà, le tiers investissement est clairement quelque chose qui pourra faciliter, réduire le reste à charge pour quelqu'un qui ne peut pas forcément réaliser cet investissement-là. Alors Othman, vous avez évoqué tout à l'heure un point sur lequel je pense qu'il serait intéressant de revenir, en parlant ou en mettant la complémentarité entre l'autoconsommation et la maîtrise de l'énergie. Parce qu'effectivement, vu de l'esprit, on pourrait se dire d'un côté, la maîtrise de l'énergie, ça consiste à mieux consommer. L'autoconsommation, ça n'incite pas dans l'absolu à forcément moins consommer. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de se créer un système en encourageant le développement de l'autoconsommation où finalement on va aller à l'encontre de tout ce qu'on peut lire dans les lois de transition énergétique, dans les actions de l'ADEME, etc., etc. Donc comment vous voyez-vous la complémentarité et le fait de mener de front ces deux combats? En fait, le sujet est très naturel parce que quand vous faites un dimensionnement d'une installation photovoltaïque en autoconsommation, la donnée d'entrée, c'est quand même la consommation de votre client. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième sujet, c'est que la consommation du client, et ça, c'est les grands leviers, je dirais, de l'efficacité énergétique et des grands enjeux européens de réduction de la consommation en Europe, il y a une multitude de gisements d'économie d'énergie chez nos clients, partout. Prenons l'exemple d'un hypermarché, on en connaît des centaines qu'on a pu faire. Prenons l'exemple d'industriels. Les technologies actuelles, ne citant que celles qu'on connaît, à savoir sur de l'éclairage, l'arrivée massive de la LED est quelque chose qui révolutionne finalement. Un exemple très précis sur le fait que voilà, on va pouvoir investir dans des solutions qui vont nous permettre de consommer moins. Donc le sujet il est très lié parce que beaucoup de nos clients nous disent finalement on va dimensionner une installation, mais cette installation on va la dimensionner sur la base d'une consommation, je dirais, optimale. On ne va pas surdimensionner nos besoins et on ne va pas créer de sujet finalement parce qu'encore une fois la thématique de ce qu'on appelle net metering n'est pas encore très développée en France, contrairement à d'autres pays qui sont très, je veux dire, avancés sur ces problématiques-là. Mais ça va arriver. Voilà, ce n'est qu'une histoire de
de jours, d'années, mais c'est inéluctablement, on va arriver à ces schémas-là, et avec l'ensemble, je dirais, et de l'administration et des régulateurs, on travaille sur ces thématiques-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les deux sont liés, et je vous cite des exemples. L'exemple de l'hypermarché que je citais, une centrale solaire en autoconsommation qui n'injecte pas sur le réseau, c'est 25% de ses besoins énergétiques qui sont effacés. Un programme d'efficacité énergétique qui va de pair avec, c'est 25% d'économie d'énergie, garantie dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Donc vous voyez que les deux sont très liés et que c'est à l'occasion du travail sur l'autoconsommation que le client voit l'ensemble de ces gisements d'économie qu'il pourrait faire en termes de sobriété énergétique. Donc l'un nourrit l'autre, et nous on fait beaucoup de ce qu'on appelle cross-selling entre les deux métiers. On a une multitude d'acteurs qui nous appellent sur un métier d'efficacité énergétique à qui on peut proposer du solaire, et vice-versa, parce que les deux vont ensemble. Et je rajouterai un troisième élément qui est aussi important, c'est que il y a un paradigme qui change grandement. Auparavant, on avait les experts de l'énergie. Aujourd'hui, les consommateurs souhaitent être acteurs dans ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un troisième levier important qui est la thématique de la modulation de la consommation. Le client a des gisements de modulation de sa consommation. Il y a des mécanismes de capacité, il y a une multitude de choses qui sont mises en place. Je vous cite aussi l'exemple de l'hypermarché. L'hypermarché, 50% de sa consommation alimentaire, c'est du froid alimentaire. C'est des congélateurs qui sont à -20. Avant de parler de batterie lithium-ion, on me dit que ça coûte très cher, etc., on peut potentiellement stocker de l'énergie thermique avec un gisement quand il le faut. Donc voilà des exemples. Finalement, le monde de l'énergie est en train d'évoluer vers un mix sur lequel le client va être beaucoup plus flexible, va avoir plus de flexibilité, et donc va en même temps, je veux dire, absorber potentiellement plus d'énergie solaire, en même temps être en capacité d'aider le réseau quand il le faut par de l'effacement, par une multitude d'actions relatives à de l'effacement, et donc le client devient un peu central dans cette problématique-là de la transition énergétique. C'est très clair, merci. Avant de passer à une dernière question, peut-être Didier, un complément par rapport à merci, c'est gentil. Non, je voulais rebondir sur deux choses. La première chose, sur l'efficacité énergétique, il y a efficacité énergétique si le consommateur devient acteur de sa consommation. Parce que si c'est l'autoconsommation brute, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à la pointe, il consomme toujours autant, et la pointe est dimensionnement au niveau des réseaux, etc. Donc il n'y a pas pour moi d'efficacité énergétique s'il fait l'autoconsommation ou s'il va acheter son énergie à un fournisseur lambda. Il faut vraiment qu'il soit acteur de sa consommation, qu'il puisse déplacer ou pas sa consommation, qu'il puisse offrir des services au réseau ou des services au système métrique. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est sur le net metering. Alors, je ne sais pas avec qui vous travaillez à la CRE. La CRE n'est pas favorable aujourd'hui au net metering, sauf pour un cas de figure sur lequel on a demandé au gestionnaire de réseau de regarder, c'est le stockage lorsqu'il offre un service de réglage primaire de la fréquence, et uniquement dans ce cas-là. Dans le cas de l'autoconsommation, on s'aperçoit qu'il y a des pays qui ont développé net metering, comme en Allemagne, qui ont fait marche arrière, parce que si je prends du net metering au niveau annuel, donc je regarde tout ce que j'ai consommé, tout ce que j'ai soutiré, tout ce que j'ai injecté, et en final, il y a peut-être zéro. Alors que j'ai utilisé en temps réel le réseau en soutirage ou en injection, et en final, je ne paierai pas d'utilisation du réseau. Donc ça, pour nous, c'est pas imaginable aujourd'hui. On doit regarder, aujourd'hui, le pas de mesure qui était fixé par la réglementation, c'est 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, comment se comporte l'utilisateur vis-à-vis du réseau, et s'il utilise le réseau, il doit également payer cette utilisation comme un autre utilisateur. Les règles changeront peut-être demain, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas en net metering, c'est prévu par la réglementation. On pourrait y réfléchir, mais je ne pense pas que ça soit dans les tuyaux côté Commission de régulation énergie, même si dans le cas du prochain tarif, le Turp 6, vous pouvez très bien remettre ça sur la table si vous le souhaitez, mais je ne pense pas qu'on le fera. Les consultations sont en cours. Hein. Les informations pour bientôt, pour la fin de l'année, sur la structure du Turp 6, il y aura une consultation, donc vous pouvez revenir sur le sujet. Aujourd'hui, la réglementation ne le permet pas, d'ailleurs elle oblige d'avoir un compteur évolué de Tim Klinky pour Enedis, mais je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui il faille aller vers du net metering.
Alors le dernier point que je voulais aborder avant de vous passer la parole dans la salle, c'est le sujet du numérique au service du développement, parce qu'effectivement vous avez parlé tout à l'heure des clés de répartition, vous avez parlé des outils qui sont utilisés à tous les niveaux, que ce soit par le client, par le fournisseur, par le gestionnaire de réseau. On parle aussi parfois de la blockchain qui pourrait être aussi, entre autres dans le sujet de ces fameuses communautés énergétiques, un outil. Donc voilà, je voulais avoir votre avis peut-être sur ce sujet du numérique. Est-ce que c'est aujourd'hui un sujet qui va accompagner? Est-ce que ça pourrait être demain un frein? Et la blockchain dans tout ça, voilà, est-ce que vous y voyez une place là où on s'interroge souvent sur la place de la blockchain dans le secteur de l'énergie? Je sais pas si, je sais que Didier, vous êtes penché sur la question aussi via le comité de prospective, donc gardez le micro et puis peut-être qu'après on aura un ou deux compléments de la part d'Enedis. Non, lorsqu'on a lancé les travaux sur l'autoconsommation, à l'époque où j'étais chef du département technique, on a regardé justement les différents démonstrateurs, et il y en a un qui a été lancé justement dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, c'est Sunchain, avec une blockchain. Je crois que Enedis participe d'ailleurs à ce démonstrateur. Bon, on regarde, on a communiqué nous sur le sujet. Si vous allez sur le site internet relatif au Smart Grid, il a créé, smartgrid-crée.fr, vous avez une présentation de ce démonstrateur. Ben, on attend le retour de ce démonstrateur, le retour d'expérience, pour pouvoir peut-être communiquer dessus. Je sais qu'il y a aux États-Unis quelques projets qui fonctionnent avec la blockchain. Voilà, maintenant on attend. Est-ce que aujourd'hui il y a de la place pour mettre en place une blockchain qui coûte, parce qu'il y a quand même un acteur qui va gérer cette blockchain, quand on voit que déjà le modèle économique... En finance et en énergie potentiellement. Voilà, alors, je ne parle pas d'énergie, mais en maintien, il faut financer quand même l'apport de cette blockchain. Je veux dire que la PMO, enfin quand il va remplacer la PMO, tout simplement. Par contre, il risque d'avoir un impact pour le gestionnaire de réseau, c'est que le gestionnaire de réseau va devoir développer un outil pour prendre en compte ces échanges d'énergie qui pourraient même être en temps réel dans son outil pour pouvoir affecter la production aux différents consommateurs en fonction des échanges qui auront pu être donnés. À titre personnel, je ne suis pas persuadé que ça va vraiment se développer. Moi, pour tout dire, à titre personnel, avant de vous donner la parole, je crois plus aux communautés d'énergie renouvelable. Je me souviens, il y a quelques années, ça date déjà, c'est vrai, mon président était venu me voir en me disant j'ai une installation de production, je ne suis pas là ce week-end, est-ce que je peux donner ma production à une personne en situation de précarité énergétique? Bon, si vous n'êtes pas fournisseur, non. Je pense que demain, ces communautés énergétiques renouvelables vont permettre ce genre de services. On sait qu'on parlait des collectivités, souhaitent demain, on a dit, produire de l'électricité renouvelable, mais aussi pouvoir apporter ce type d'énergie à ces personnes en situation de précarité énergétique. Et on voit bien que peut-être ces communautés énergétiques renouvelables le permettront. C'est de l'affectation, de la production à Pierre-Paul, Jacques, à un périmètre beaucoup plus étendu. Ça se lie assez bien. Voilà. Donc, je crois plutôt à ça qu'au blockchain. Je sais pas, Les blockchains, bien entendu, on est obligé d'en parler parce que tout le monde en parle. On teste quelque chose effectivement avec Sunchain, à petite échelle, même très petite échelle. À titre personnel, moi aussi je vais parler à titre personnel, je vois bien un intérêt des blockchains si effectivement les transactions se généralisent entre particuliers, puisqu'il faudra bien certifier ces échanges, ces transactions d'énergie, s'il s'agit d'énergie, on peut parler d'autre chose, entre particuliers. Aujourd'hui, c'est un rôle qui est dévolu au gestionnaire de réseau, essentiellement sur le réseau de transport. On notifie, on est tout à fait capable depuis maintenant longtemps, depuis l'ouverture des marchés, de tracer des échanges de blocs d'énergie entre acteurs du marché. Donc ça, c'est des choses qui se font très fréquemment dans le marché, et puis du coup avec les moyens des systèmes d'information des gestionnaires de réseau. Néanmoins, il paraît compliqué, voire même impossible de se dire qu'on va transposer ce qu'on fait avec les acteurs de marché, et donc des gros blocs d'énergie qu'on est capable de mesurer, d'identifier, de tracer dans des systèmes d'information, s'il faut démultiplier ça avec 35 millions de clients qui s'amuseraient tous les jours à s'échanger quelques kilowattheures. C'est certainement pas avec nos outils, aussi industriels soient-ils, j'inclus encore une fois nos amis de RTE là-dedans, qu'on y parviendra. Donc
forcément, si demain c'était une attente sociétale, il faudrait se tourner vers des outils peut-être déjà sur étagère qui sont capables de jouer ce rôle de tiers certificateur, de tiers de confiance, parce que pour certifier des transactions, on a besoin voilà, d'avoir confiance dans un tiers qui certifie les échanges qui ont eu lieu pour éviter les contestations, les réclamations qui sont inévitables quand il s'agit d'argent. Voilà, donc aujourd'hui on sait jouer ce rôle sur des gros volumes, sur des tout petits volumes. Si on doit changer d'échelle, oui, peut-être que la blockchain sera une solution, mais ça reste encore un petit peu, ça reste prospectif, et donc du domaine de mon voisin. Voilà. Après, je pense que, alors, s'agissant de l'autoconsommation, mais surtout du développement des énergies renouvelables et locales, moi je crois beaucoup au marché. Et donc l'innovation, elle est véritablement tirée par les acteurs de marché. C'est parfois les gros qui innovent, mais aussi quand même souvent, faut l'avouer, les petits fournisseurs. J'observe en tant que gestionnaire de réseau que voilà, on a des petits fournisseurs qui aujourd'hui sont un peu précurseurs sur l'autoconsommation, sur le packaging des offres. Voilà, donc si la volonté aujourd'hui citoyenne c'est de consommer local, c'est de partager son énergie, pourquoi un fournisseur ne sortirait pas une offre de fourniture locale, voilà, qui s'adresserait à un quartier, qui s'adresserait à un immeuble, voilà, et qui inclurait dans son offre la valeur d'une installation photovoltaïque du quartier, peut-être sur le toit de l'immeuble. Voilà, et je pense, en tout cas je crois beaucoup que dans les années à venir, peut-être ce genre aussi de solutions alternatives, qui ne sont pas décrites dans la réglementation, comme l'est de façon très détaillée, peut-être trop d'ailleurs, l'autoconsommation collective, eh bien, on aura des clients qui adhéreront à ce type d'offres locales. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de discuter de ce genre de choses avec des petits fournisseurs, avec des plus gros. Je crois que c'était avec, je me souviens, la directrice de la CNR qui disait « Mais moi, je voudrais pouvoir vendre mon énergie au bord du Rhône. Je voudrais pouvoir prouver à mes clients au bord du Rhône que mon énergie, elle vient d'à côté de chez eux. » Bon, ça, c'est des choses qu'on sait faire, aujourd'hui avec des outils. Et en tant que gestionnaire de réseau, on est quand même très bien placé pour pouvoir certifier, montrer, combiner des courbes de charge et montrer que l'énergie qui a été consommée dans un portefeuille de clients, eh bien, au même moment, il y a une installation de production qui fait partie du mix de l'offre de ses clients, qui a bien produit au même instant. On est capable de tout à fait montrer et certifier ce genre de choses. C'est de la traçabilité. Alors, il y a aussi là dans la réglementation des outils de traçabilité qui existent, comme les garanties d'origine, mais on est capable de faire des choses beaucoup plus locales. Voilà, les garanties d'origine, c'est européen, c'est avec des installations qui ne sont pas forcément à proximité, c'est aussi avec des questions de synchronisme qui ne sont pas complètement parfaites. Régulièrement, la une de l'actualité. Voilà. Mais on serait capable aujourd'hui d'appuyer, d'assister un fournisseur qui voudrait prouver à ses clients que dans son offre de fourniture, eh bien, il a bien de l'énergie locale. Parce que nous, gestionnaires de réseau, on a les données et donc on est capable aussi de les mettre au service du marché. Très bien. Alexandre, je voyais... Non, oui, je voulais juste réagir sur la blockchain, peut-être plus aussi à titre personnel d'ailleurs. Ce n'est pas nécessaire pour que l'autoconsommation se développe. De la même manière que le stockage n'est pas du tout nécessaire pour que les énergies renouvelables se développent. Et en plus, le cas de l'autoconsommation collective, Didier Lafay parlait du rayon de 1 km tout à l'heure, n'implique pas nécessairement en plus que ce type d'outil se développe. Par contre, on est plus sur des offres virtuelles. Je crois qu'il y a aussi des expériences en Australie, voilà, vraiment à l'échelle d'une maille beaucoup plus large. Donc c'est peut-être là qu'il peut y avoir une utilité pour la blockchain. Mais encore une fois, c'est pas du tout une nécessité pour que l'autoconsommation se développe. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Hervé L'extrait. On voit cette tendance à vouloir consommer local, et dans la mise aux enchères des garanties d'origine, on a désormais des lots qui vont, lorsqu'on passera à une maille de temps mensuelle, se rapprocher de plus en plus de ça.
Et ça, c'est sans doute en effet un axe là aussi différenciant que les fournisseurs vont vouloir voilà, mobiliser. Très bien, je pense qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon sur l'ensemble des défis et des challenges. On va maintenant faire circuler un micro pour prendre quelques questions dans la salle. Question deuxième rang. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement et puis poser votre question, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Philippe Cortés. Merci pour la qualité des interventions. J'avais une petite question en fait par rapport au tiers investissement. Parce que justement, je pense que ça c'est très intéressant et ça pose tout de suite en fait la question d'une sorte de défaut d'équilibre en fait entre celui qui autoconsomme pour lui-même, parce que celui qui autoconsomme pour lui-même, en fait finalement il économise deux choses. Il économise pas seulement le TURP, il économise bien évidemment à la fois la CSPE, la taxe et le TURP. Et donc effectivement, il y a une forme de barrière concurrentielle finalement quand on fait exactement le même procédé avec un tiers investisseur. Ben, on se rend compte que finalement on n'est pas à égalité, puisque le tiers investisseur, lui, il est obligé finalement, exactement sur le même compteur, de payer l'intégralité du TURP, de la taxe. Et là, effectivement, quelque part, il est en risque de ne plus faire une offre concurrentielle. Et en fait, je fais aussi un parallèle avec cette idée, pourquoi pas, que je trouve très très intéressante, de communauté, parce que je pense que ça peut porter en plus des courants citoyens qui, aujourd'hui, effectivement, peuvent tout à fait rentrer dans une logique qui, pourquoi pas, donc effectivement, est une logique de partage. Et là, il va falloir aussi trouver des cadres qui pourraient accompagner ces initiatives. Merci. Merci. Enfin, c'est évidemment complété, mais juste pour préciser, dès lors qu'il n'y a pas une relation de vente d'électricité entre celui qui met sa toiture à disposition et le tiers investisseur, l'exonération de TICFE est possible pour le tiers investisseur. Hein. Le TURP aussi. Alors, comme je l'évoquais, c'est évidemment quelque chose qui est soumis potentiellement à évolution à chaque projet de finance. Il faut que ce soit une mise à disposition de la toiture et pas une... voilà. Autre chose qu'un mécanisme de tiers investissement au sens où, justement, je ne sais pas comment vous faites en Thaïlande, mais ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, vous faites un mécanisme qui fait que vous revendez un kilowattheure à un tarif qui est effectivement doublement concurrentiel. Premièrement, parce qu'il est plus bas que le tarif habituel, et que deuxièmement, il est stable dans la durée. Comment est-ce qu'on fait ça en France? En fait, déjà, il y a une séparation juridique avant le compteur, après le compteur. Après le compteur, on est chez nous. Avant le compteur, on est chez le réseau. Donc le sujet, c'est bien évidemment, l'autoconsommation, elle est faite côté privatif. Bien qu'il y ait une thématique de communication sur le fait que cette installation ait lieu, parce que, comme on l'a dit, c'est des installations qui produisent, même si on est en autoconsommation pure et dure et qu'aucun kilowattheure n'est injecté, l'opérateur de réseau est en mesure d'avoir les informations sur le fait qu'il y a une installation qui produit à cet endroit-là autant de kilowatts, etc. Donc le débat qu'on avait à l'époque était sur la thématique de la CSPE, fameuse taxe, pas sur le TURP. Le débat sur la CSPE visait le fait de se dire, est-ce que on fait une distinction entre un autoconsommateur producteur ou un consommateur qui passe par un opérateur qui porte l'investissement. Là, c'est en train d'être, réglé, cette thématique de CSPE. On est sur le même pied d'égalité, avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec la simple, problématique qui est qu'il n'y a pas de sécurité juridique sur le schéma. Oui, mais on l'attend. Voilà. Ouais, s'agissant du TURP, la question a été, j'ai envie de dire, déjà réglée, puisque dès le premier TURP, il a été construit pour être facturé sur les flux physiques mesurés au point de connexion. Donc le TURP s'applique au flux de soutirage physique au point de connexion. Donc s'il y a de l'autoconsommation sur l'installation intérieure, elle n'est pas mesurée au niveau du point de connexion, et donc voilà, on applique bien le TURP sur uniquement ce qui est soutiré vu du réseau. Alors ça pose
je ne dis pas que ça pose pas de questions sur la répartition des coûts du réseau entre les utilisateurs. Didier l'a un petit peu évoqué tout à l'heure en disant que voilà, effectivement, le réseau, il fallait continuer à le financer. S'il y a moins de sous-tirage vu du réseau, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a moins de recettes, étant donné sa structure, avec une prédominance quand même très marquée d'une part variable sur les kilowattheures sous-tirés par rapport à la part fixe qui, elle, est plus faible, en tout cas plus faible que dans d'autres pays. Et effectivement, nous pensons que pour rééquilibrer les charges de réseau entre les autoconsommateurs et puis les clients qui n'autoconsomment pas, parce que peut-être aussi qu'ils n'ont pas la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques ou n'en ont pas les moyens, eh bien, voilà, il y a une question de répartition des coûts entre les utilisateurs qui se pose et qui se pose sur la structure même du réseau. Et nous pensons enfin, que là-dessus, il faudra progressivement que le tarif de réseau évolue. Enfin, je pense qu'on est tous convaincus qu'il n'y aura pas un grand soir où brutalement on va changer la structure du tarif. En revanche, voilà, sur plusieurs turps, plusieurs exercices, que progressivement les choses se recalent pour remettre un petit peu d'équité entre ce que paye chacun, chaque utilisateur du réseau. C'est quelque chose qui est important. Puis donner de la visibilité aux acteurs du marché qui sachent que voilà, un horizon moyen, long terme, eh bien, il sera soumis à une évolution aussi de cette structure tarifaire. Ça permet de construire un business plan qui est plus solide. Donc tout le monde y a intérêt à avoir cette visibilité. Voilà, avec cette problème, enfin en tout cas c'est ce qu'on souhaite nous, hein, progressivité dans l'évolution de la structure tarifaire. Ah, juste un petit rebond, on sait qu'on parle beaucoup du TURP, il a raison, il est concerné, mais il faut voir que la CSPE, c'est même problématique. C'est-à-dire que vous avez une baisse aujourd'hui du financement de la CSPE par les autoconsommateurs. Hein. Il faudra bien aujourd'hui, demain, qu'on se pose la question. C'est-à-dire que celui qui a les moyens de financer une installation de production, il va payer moins de CSPE, il va moins contribuer à la solidarité nationale par rapport à celui qui est dans un HLM qui ne pourra pas mettre son panneau ni rentrer dans une opération d'autoconsommation. C'est pareil pour la TVA, il va moins financer la TVA. C'est pareil pour les taxes locales d'équipement, il va moins financer les taxes locales d'équipement, sauf, puis là je vais un petit peu embêter Hervé, la CTA, l'assiette, c'est sur la part fixe. Donc la CTA, il continuera à la payer. Dites pas ça trop fort parce que je crois à quoi sert la CTA, donc voilà. Donc ça c'était bien vu quand même, de mettre la CTA sur la part fixe et pas sur la part variable. Il y a des commerçants juste en haut qui tremblent déjà à l'idée que vous puissiez remettre sur la table et que ça ait des conséquences sur la facture énergétique. Moi je sais que sur les débats sur l'autoconsommation, à un moment donné, il s'est posé la question, est-ce qu'il ne fallait pas remettre un compteur sur l'installation de production à l'intérieur pour identifier la consommation réelle qui, pour certains, n'a pas évolué, et toujours la même, pour dire, il doit continuer, alors pas au niveau du TURP, parce que vous l'avez dit, ce sont des flux physiques, mais contribuer à la CSPE, à financer la CSPE, à financer les taxes locales et à financer la TVA. Oui, ça a été estimé, on sait que certains pays l'ont fait. Voilà. Donc demain, je ne sais pas si ça arrivera, mais il y a des gens qui s'interrogent. Très bien, une autre question, s'il vous plaît. Nicolas Wintergerst, Centrale Lyon 90, société CMCO. Je voulais rebondir sur le thème de la solidarité, autour d'une question que j'avais on parlait de l'assurantiel du réseau. Entre Brest et Strasbourg, il y a 1 heure. Donc quand on parle de pic, le pic il est aussi associé par exemple pour l'horaire. L'horaire français, on est tous à la même heure, mais par contre, l'éclairage, différentes autres choses, il y a quand même une vague. Ça, c'est vrai au niveau de la France. C'est encore plus vrai, bien sûr, si on se déplace à l'Est. Donc, ma question, c'est avec l'augmentation, et c'est pas directement l'autoconsommation, mais l'augmentation notamment du photovoltaïque, est-ce que le rôle du réseau dans le lissage, finalement, des pointes, comment ça se présente en regard du stockage? Voilà. Parce qu'on parle d'autoconsommation, derrière on dit stockage, mais en fait il y a un autre levier. Ma question c'est est-ce qu'il a été abordé? D'abord parce que le stockage, on n'a quand même pas beaucoup d'outils techniques, enfin, c'est beaucoup des batteries, ça coûte cher, on parle d'empreintes, voilà, il y a des empreintes qui sont déjà, pardon, il y a des solutions qui sont peut-être directement accessibles ou plus facilement accessibles, mais par le réseau.
le stockage, c'est un sujet tout à fait d'actualité, et encore une fois, ce n'est pas pour envoyer la balle à mon voisin, mais la Creux a organisé hier un groupe de travail sur le stockage qui a réuni pas mal de monde, hein, donc oui, alors je vois tout à fait le lien dans votre question avec la question, avec le sujet de l'équilibre offre-demande, donc l'équilibre offre-demande qui est assuré par le réseau, et donc la variabilité de la consommation parce que le soleil se couche plutôt à Strasbourg qu'à Brest, et donc aussi la variabilité de la production solaire si le soleil se couche plutôt à l'est du pays. Mais c'est vrai dans toute l'Europe. Encore une fois, l'équilibre offre-demande se gère à la maille européenne, et donc ces variations de consommation et de production, on les vit déjà sur la plaque interconnectée. Donc ces variations-là, elles sont essentiellement aujourd'hui gérées par la flexibilité des moyens de production. C'est les moyens de production qui s'adaptent à la consommation. Tout le parc de production historique, hein, centrales thermiques, hydrauliques, aujourd'hui ont des capacités de flexibilité qui sont mises à disposition, surtout des gestionnaires de réseau de transport, pour assurer cet équilibre offre-demande. Mais il y a d'abord un premier équilibre qui se fait uniquement par les marchés. Le marché fait l'essentiel du travail d'équilibrage. Donc demain, le stockage, pourra apporter un service complémentaire, peut-être se substituer à ce que font aujourd'hui les grosses centrales de production, surtout s'il y en a moins. Il faudra trouver un relais pour rendre ces services au système électrique. Et les batteries, on sait, ont tout à fait la capacité de rendre ce service. Alors la question, c'est à quel coût ? Est-ce qu'elles vont trouver leur place dans cette économie-là ? Aujourd'hui, ces services ont une valeur qui évolue, hein, avec les marchés. Néanmoins, il faut que ces nouvelles installations, ces batteries, qui restent encore chères malgré tout, hein, bien qu'elles ont énormément baissé, trouvent leur place dans cette économie-là. Vu d'un gestionnaire de réseau, mais je pense que vu du régulateur aussi, il y a un principe qui est celui de la neutralité technologique. Et on se doit d'utiliser les leviers qui sont les plus compétitifs. C'est le propre d'un gestionnaire de réseau efficace, et la Creux nous le demande suffisamment. On ne va pas gaspiller les deniers publics au travers du tarif, hein, d'utilisation des réseaux, en utilisant des moyens de flexibilité qui sont les plus chers, si on en a des moins chers à notre disposition. Donc il faut que les batteries s'insèrent, trouvent leur place, certainement trouvent des leviers de rémunération qui s'additionnent, qui rendent des services différents, parce que les batteries, effectivement, avec leur flexibilité, sont capables de faire beaucoup de choses et rendre différents services. Et peut-être qu'en additionnant la valeur de ces différents services, elles arriveront à trouver une place dans le système électrique. Merci. Une autre question ? Damien, je te laisse arbitrer. Oui, bonjour. Donc Michael Margot, Supélec 2015, je travaille chez Weston, donc avec Clément. C'est une question qui est complètement en rebond avec ce qui vient d'être dit. On a évoqué un certain nombre de sujets concernant le rôle du réseau, l'intermittence, etc. J'ai une question concernant la flexibilité. Aujourd'hui, les mécanismes de flexibilité sont des mécanismes qui existent et qu'on connaît bien, mais plutôt sur le réseau de transport, à des mailles qui sont nationales, voire internationales, européennes. Quel est selon vous le potentiel de la flexibilité à des mailles qui seraient un réseau plus sur le réseau de distribution, et pour venir en support du développement, au-delà des énergies renouvelables, de l'autoconsommation? Alors là aussi, c'est un sujet éminemment d'actualité et qui passe en rapport avec le stockage que l'on vient d'évoquer. Il n'est pas surprenant que la flexibilité se soit d'abord développée sur le réseau de transport. Si la flexibilité est un levier qui permet de faire des économies d'infrastructures, des reports d'investissement, il n'est pas anormal, il est tout à fait même logique que la flexibilité se soit d'abord intéressée aux économies du réseau de transport. Pourquoi ? Parce que le réseau de transport coûte cher, c'est normal. Passer une ligne 225 dans le paysage
c'est des années de concertation et c'est des ouvrages qui coûtent cher. Construire des postes de transformation, des postes sources ou des postes de répartition sur le réseau de transport, c'est également des ouvrages qui sont complexes et compliqués à insérer d'un point de vue environnemental, et donc ça coûte cher, et donc c'est normal que l'économie de la flexibilité ait d'abord trouvé refuge, si je puis m'exprimer ainsi, sur le réseau de transport. Donc de plus en plus maintenant, effectivement, on regarde et on réfléchit à utiliser ces leviers de flexibilité sur les niveaux de tension inférieurs, donc sur le réseau de distribution. Et il ne sera pas non plus surprenant de constater, en tout cas chez nous Enedis, qu'on regarde d'abord ça sur nos ouvrages de niveau de tension les plus élevés et sur nos ouvrages les plus coûteux. Et il s'agit des postes sources, puisque nous en sommes propriétaires. Donc c'est les postes de transformation HTB, HTA, qui aujourd'hui concentrent tous nos efforts pour regarder à quels endroits la flexibilité aurait de la valeur. Plus on descendra sur le réseau, jusqu'à la basse tension, plus la valeur sera faible. Donc si on n'arrive déjà pas à trouver de la valeur sur les postes sources, il sera assez illusoire d'imaginer en trouver davantage sur le réseau basse tension. Et donc là, on est tout à fait en ce moment en plein travail sur l'ouverture d'appels d'offres, ou en tout cas de recensement d'intérêt de flexibilité sur des zones qu'on identifie. Et en tout cas, il y a un cas d'usage tout à fait éloquent sur lequel on travaille le plus, c'est d'utiliser la flexibilité pour faciliter l'insertion des énergies renouvelables. Alors pourquoi? Parce que pour développer les énergies renouvelables, on a de nouveaux ouvrages à créer, on a des postes sources à construire, de nouveaux postes sources à construire. Pourquoi? On l'a dit un peu tout à l'heure, parce que les énergies renouvelables s'installent là où il y a de la place et du vent notamment, c'est-à-dire dans les zones rurales, et ces endroits-là, il n'y a pas forcément beaucoup de consommation. Donc il faut qu'on construise des postes, et aujourd'hui on a de plus en plus de postes sources qui refoulent sur le réseau de transport. Et donc, pour faire des économies, et pour augmenter aussi la capacité d'accueil de ces énergies renouvelables, eh bien, on prévoit de recourir à de la flexibilité. Et la première des flexibilités qui peut être aisément trouvée, c'est celle des installations de production elles-mêmes. Les parcs de production renouvelables, que ce soit éolien, photovoltaïque, ont des capacités de modulation de leur puissance injectées sur le réseau, qui est aujourd'hui pas suffisamment exploitées. Si on les exploitait davantage, eh bien, on pourrait décider collectivement d'augmenter la capacité d'accueil des ouvrages du réseau existant. C'est-à-dire que voilà, on a des postes qui permettent d'évacuer, je veux dire 100 par exemple, eh bien on pourrait décider, en changeant nos règles de dimensionnement, de raccorder 110, 120, voire 130 sur un poste qui peut évacuer 100. Pourquoi? Parce que comme les énergies renouvelables ne produisent pas toute l'année, que finalement les pics de production sont relativement rares, quelques dizaines d'heures peut-être dans l'année, eh bien en renonçant à quelques dizaines d'heures de production, en écrêtant un petit peu de production renouvelable, eh bien on pourra en raccorder beaucoup plus et beaucoup plus vite. Et on pense que dans l'objectif qui est fixé par la transition énergétique, 40% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'électricité en 2030, on a là un levier qui est extrêmement important. Nous, on a estimé à Enedis, parce qu'on a fait une étude là-dessus, qu'on pourrait gagner une année de raccordement. C'est à peu près 2,5 gigawatts si collectivement on décidait de changer nos règles de dimensionnement en ayant recours aux flexibilités. Alors voilà, j'ai parlé des ENR qui sont de la production flexible, mais si d'autres leviers de flexibilité trouvent leur place ou sont moins chers et plus compétitives que ce que représente la valeur de l'énergie non injectée sur le réseau, et bien entendu, on aura recours à ces flexibilités-là, et ça peut être des batteries, comme on l'a dit, ça peut être aussi des installations de consommation qui acceptent de déplacer ou décaler leurs heures de consommation, par exemple des hydrolyseurs, des installations industrielles de ce type-là, mais on pense que c'est d'abord sur le niveau le plus élevé de notre réseau qu'on va trouver et capter de la valeur.
Voilà. Si déjà on arrive à faire ça, après on pourra creuser, peut-être aller un petit peu plus loin sur la basse tension, voilà, en utilisant la flexibilité du marché résidentiel diffus. Mais sincèrement, c'est plus complexe et c'est forcément plus coûteux à réaliser et à maîtriser que des gros leviers de flexibilité que représentent les installations de production elles-mêmes ou des grosses batteries. Encore une fois, là, on commence à raccorder des grosses batteries au réseau de distribution de plusieurs mégawatts et voilà, leur business model, c'est véritablement de faire du réglage de fréquence, donc de la flexibilité très élevée mise à disposition du réseau. Merci, on va prendre une dernière question parce que le temps passe très très vite et puis après vous pourrez éventuellement interagir avec les intervenants lors du petit cocktail qui va suivre. Oui, bonjour, Clément Blaiseau, Technique Solaire. Alors j'avais une petite question sur les mécanismes de soutien à l'autoconsommation. Donc il y a des appels d'offres autoconsommation qui existent. Déjà la question c'est comment vous voyez la proportion de projets pour le développement de l'autoconsommation en France qui passent par ces appels d'offres et ceux qui passent par des individus ou des sociétés qui voudraient le faire juste pour la pérennité de leur coût énergétique. Donc ça c'est la première question, savoir quelles sont les perspectives de ces appels d'offres autoconsommation. La seconde question c'est sur l'exonération de la TICFE et du tiers investissement. En fait on a vu, et c'est une bonne chose, que maintenant il peut avoir du tiers investissement avec une exonération de la TICFE, mais uniquement dans le cas d'un contrat de location, et pas un contrat de vente d'électricité. Ça c'est le terme de la circulaire des douanes. Dans l'appel d'offres autoconsommation, il est spécifié qu'un lauréat peut vendre de l'électricité à des consommateurs qui sont sur le site, mais en fait il est très compliqué de rapprocher les deux éléments. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, un lauréat en appel d'offres autoconsommation ne peut pas vendre son électricité parce qu'il tomberait dans un schéma où il ne peut pas bénéficier de l'exonération de TICFE. Donc je voulais savoir si un jour il y aurait un rapprochement et si un lauréat en appel d'offres pourrait bénéficier de cette exonération de TICFE. La réponse va être rapide. La CRE n'est pas compétente sur les appels d'offres. Je rappellerai que les appels d'offres sont décidés par le ministère. C'est le ministère qui rédige les cahiers des charges. Nous donnons un avis, on est consulté sur le cahier des charges. La plupart du temps, je peux vous dire que le ministre s'assoit sur notre avis. Donc tout ce qu'on peut lui apporter comme amélioration ou sécurité juridique, la plupart du temps, il n'en tient pas compte. Après, le sale boulot, excusez-moi du terme, c'est la CRE qui le fait, parce que c'est la CRE qui publie l'appel d'offres, qui va analyser les offres, et une fois qu'on a analysé les offres, on remet le résultat de cet appel d'offres au ministre, et il peut encore s'asseoir sur les résultats, et à ce moment-là, il nous reconsulte, on redonne un avis en disant, ça ne correspond pas au cahier des charges, etc. Donc, si vous avez des remarques à faire sur les appels d'offres, il faut demander au ministre ou à l'administration concernant. Je pense que Alexandre doit être au courant de ce type de demande et je peux penser que le SER fait exactement les mêmes demandes au service du ministère. Par contre, je m'aperçois que si on regarde les appels d'offres qui ont été lancés, il y avait un volume à atteindre. Et dans les derniers appels d'offres, le volume n'a pas été atteint. Après, on peut s'interroger pourquoi il n'a pas été atteint. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets en B2B qui passent par les appels d'offres. Ça, c'est vrai. Voilà, tout ce que je peux dire. Oui, juste pour rebondir, en effet. L'enjeu, c'est la sous-souscription qu'on observe sur les dernières tranches. Et de notre point de vue, un élément bloquant, c'est finalement cette pénalisation. Dès lors qu'on n'auto-consomme pas 50%, en fait on perd 2% de la prime par point d'écart en fait à chaque fois. Et ça c'est un élément assez essentiel de notre point de vue qui explique ces sous-souscriptions. Donc voilà, nous on a, comme le suggérait Didier, fait savoir aux bonnes personnes qu'on souhaitait que ce système-là soit abandonné, sachant qu'il, de notre point de vue, n'allait pas entraîner du tout une baisse d'incitation à autoconsommer. Parce qu'il y a d'autres facteurs, ne serait-ce que sur l'équilibre économique du projet, qui de toute façon poussent naturellement à ce qu'on cherche le meilleur taux d'autoconsommation. Par contre, c'est plus perçu comme une pénalité potentielle et donc une mise en risque du projet, de notre point de vue. Et donc ça, c'est un élément qu'on aimerait faire évoluer.
Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Damien pour qu'il nous annonce les prochaines conférences et de remercier nos intervenants, je vous mentionne simplement qu'on a mis à disposition deux publications récentes des équipes énergie de Wavestone, l'une justement consacrée à l'autoconsommation et l'autre consacrée à la décentralisation du système d'énergie, donc les deux sujets allant relativement de pair. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'avec votre contribution, on a fait la du sujet. Merci.